Ravi de vous retrouver, chers auditeurs et spectateurs, et bienvenue à tous sur ma chaîne Vérité à venir. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire, et si vous souhaitez soutenir, vous pouvez mettre un like ou un commentaire. Aujourd'hui, on met les deux pieds dans le plat, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au système économique et également au modèle financier. Après, à partir de là, ça va élargir notre vision sur les politiques, les stratégies commerciales à l'international, également les entreprises qui ont délocalisé leur production, qui font de la sous-traitance et bien d'autres choses encore, qui mènent à la robotisation, à l'automatisation et finalement à un revenu universel. Tout ça, on va essayer de le faire en étapes. On va commencer avec La raison économique et ses monstres, livre de Éloi Laurent, auteur bien à gauche socialiste, et dedans il veut nous présenter les choses d'un nouvel ordre, en disant que les économistes jusque-là se sont trompés, pour d'autres ils ont des liens d'intérêt parce qu'ils occupent un poste en banque, ou encore dans des cabinets de conseil, donc leur voix est complètement faussée pour manipuler les gens. Après, ils laissent entendre également qu'il y aurait les spécialistes de plateau télé qui n'y connaissent rien, et de bien d'autres encore qui veulent s'autoproclamer experts. Et lui-même va tomber dans les travers. C'est-à-dire qu'à un moment dans son livre, il nous laisse entendre que la droite, même l'extrême droite, le danger, qui lutte contre le wokisme, les LGBT, les non-genrés, qui vient montrer du doigt l'islamo-gauchisme, ou encore prend le phénomène de l'immigration et dit que là, ça crée des problèmes de la tension sur les logements, sur l'accès. Donc ça hausse les coûts pour devenir propriétaire ou encore être locataire. Qu'on a des problèmes sur les subventions, par milliards qui partent dans telle et telle association en faveur des migrants. On peut également exposer le problème de sécurité qui va engendrer des frais judiciaires, des gens paniqués qui vont pouvoir être ou non suivis par des spécialistes de la santé, psychologues, psychiatres, voire sous antidépresseurs tellement ils sont stressés. Et en fait, on peut avoir une multitude de phénomènes dus à l'immigration qui causent des problèmes. Eh bien, selon Éloi Laurent, interdiction de parler de ça, sinon t'es un social xénophobe. En fait, c'est-à-dire que la droite voudrait créer un écran de fumée pour faire oublier la dette de l'État, la mauvaise gestion économique de ceux qui sont en place et compagnie. Or, dites-moi si je me trompe, mais jusqu'à preuve du contraire, qui est au pouvoir depuis des décennies là? On est bien à gauche et au centre. Sarkozy, il n'a pas été de droite. Il s'est présenté comme tel, mais en revanche, quand on regarde ce qu'il a fait, suffit d'entendre son discours, qui a été proclamé, son allocution pour la Russie. Qu'est-ce qu'il disait dedans? Ah oui, qu'il fallait être plus inclusif, mettre des stratégies en place dans les entreprises pour favoriser finalement la mixité. Pareil, imploser un peu les quartiers pour y joindre de la mixité, ou les faire se déplacer vers des campagnes. Donc une mixité sociale. Et ce qui est incroyable, c'est que les nouveaux arrivants, quand vous les entendez, ils vous disent qu'ils sont discriminés, donc majoritairement des nouveaux venus d'Afrique et d'Afrique du Nord, ces personnes qui veulent imposer leur culture, leur cultuel, qui veulent également changer notre paysage. Ils opèrent sur différents points. Quand on les écoute, ils sont discriminés pour le logement. Et c'est faux, ils sont favorisés pour les HLM, puisque c'est sur priorité par des critères qui sont établis selon certains degrés, on va dire, de misère. Et on se penche un peu plus loin dans les détails, on s'aperçoit de quoi? Que ces mêmes personnes vont me dire qu'ils sont discriminés pour les emplois et que ceux qui occupent majoritairement les postes de PDG, de ressources humaines, de comptabilité et de bien d'autres choses, donc des postes à responsabilité, sont blancs. Mais alors, attendez, regardez. Avant 1945, la France, elle est majoritairement quoi? Blanche. Donc c'est normal qu'en France, on retrouve en priorité des propriétaires de hautes maisons, de châteaux, de ce qu'on veut, qui soient blancs. Que l'on retrouve des entreprises qui des fois ont des décennies ou même un siècle derrière elles, qui sont gouvernées et pilotées par qui? Des blancs. C'est logique. Et donc, petit à petit, il y a la transmission auprès des enfants ou encore de d'autres personnes qui peuvent être également compétentes. Donc on ne comprend pas bien cette notion-là. Et surtout, regardez, dans leur pays d'origine, ils vont pas se plaindre qu'à la télévision en Algérie ou au Mali ou encore dans d'autres endroits, ça soit majoritairement des Noirs ou des Arabes. Mais on ne va pas les entendre sur ça. Pareil que dans les postes
à haute responsabilité même au gouvernement, en sécurité nationale ou encore pour l'économie, on retrouve en Algérie ou au Maroc des Maghrébins, au Mali ou encore, voyez-vous, en Afrique du Sud, des Noirs africains. Ah là, ça leur pose pas de problème. Donc on voit la malhonnêteté. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on va apprendre après, on va revenir sur ce livre, le grand hold-up, où passent vos impôts. On a chaque jour des millions d'euros qui sont pris par l'État. En fin d'année, on a des milliards d'euros qui sont dans les caisses. Là, on est en l'occurrence sur un PIB à plus de 3000 milliards. 3000 milliards. Et donc on se dit, mais c'est incroyable. Tous les jours, on prend des taxes, de la TVA. Par-ci, par-là, en fin d'année, ils récupèrent sur, voyez-vous, nos déclarations des impôts. Bref, il y a tout un millefeuille comme ça qui se met en place pour nous prendre, hop là, sur la taxe d'habitation, si tu es propriétaire. Si tu as le malheur d'avoir fait un peu trop d'argent dans l'année, ils vont le récupérer, ils te mettent dans l'autre tranche d'imposition. Tu bascules à chaque fois et c'est toujours plus gourmand. Et donc tu te dis, mais putain, il y a également les niches des associations qui, par les dons défiscalisés, en réalité, occupent énormément de recettes de l'État. Et ça ne va pas dans les caisses, c'est un détournement de finances. Et on a les mêmes arrivants qui sont surreprésentés dans le RSA, dans la H, dans également les APL. Mais du coup, qui cotise pour eux? Eh bien, on apprend dans le grand hold-up que 70% de ce qui est cotisé, par exemple, pour la sécurité sociale, c'est les hautes fortunes. Ceux que l'on taxe à tout va, même s'il n'y a plus l'impôt sur la fortune, ils sont quand même, voyez-vous, en fin d'année, à verser des centaines de milliers d'euros. Mais bon, on nous dira que ça, c'est normal, c'est toujours les uns qui doivent donner aux autres. Et alors, on a un livre après qui s'appelle L'État social. Je suis vraiment au balbutiement de celui-ci. Et dedans, on va s'intéresser à cet État-providence. Lui qui veut tout gérer, s'immiscer dans chaque affaire. Et ça nous ramène après à Gustave Le Bon, qui nous disait qu'on rentrait dans la psychologie du socialisme avec le nouveau dogme, c'est le socialisme qui s'impose, donc qui renverse d'abord l'Église qui était là pour la charité, la solidarité. C'est-à-dire, si on peut mettre un point en commun, on le fait. S'il faut aider des familles pauvres, eh bien, on a la main sur le cœur. Si encore faut participer aux courses ou je ne sais quoi, on est présent. Et donc, ils ont fait en sorte, par les voyez-vous, cléricaux, etc., à détruire l'Église, sa présence en France, pour y substituer les droits de l'homme, la générosité de la République, qui s'établit sur quoi? Eh bien, finalement, sur la spoliation de ce que l'on avait. Au point où aujourd'hui, devenir propriétaire, c'est très compliqué. Et même des gens arrivés à la retraite, ils se retrouvent avec telle et telle taxe, c'est compliqué. Alors après, on se penchera en 2025 sur l'Europe, histoire de ces peuples. La caste cannibale, eux qui ont faim, quand le capitalisme devient fou, hop là, que ça se passe bien au niveau de ceci, histoire économique de la France, du XVIIIe siècle à nos jours, de l'Ancien Régime à la Première Guerre mondiale pour ce petit homme, et également, hop là, une brève histoire des crises financières, un livre que j'ai déjà lu, mais je ne sais plus où j'ai mis le marque-page, et le capitalisme hors la loi, avec bien évidemment d'autres livres qui sont derrière, mais bon, je n'allais pas tous les sortir, c'est pour vous donner un avant-goût de ce qui arrive et de ce qui va être présenté. Mais aujourd'hui, on va débuter par ça. Donc là, on a fait la première partie, on arrive sur la deuxième partie. Je vous propose, hop là, de basculer sur cette fenêtre avant d'entamer la lecture de certains livres. La crise qui vient, les grands moyens. Bon, ça y est, on l'a tué ce coronavirus. On a eu une économie de crise, et dans le livre de Éloi Laurent, bien la raison économique et ses monstres nous intéresse au post-Covid. Comment on en arrivait à rentrer dans un état de crise et est-ce qu'on peut estimer les vies humaines? C'est-à-dire modéliser par exemple des confinements en se disant on mettra telle et telle personne au chômage, les entreprises seront à l'arrêt, plus de production. Est-ce que ça vaut le coup pour sauver tant de vies? Et donc on commence à créer une balance entre le prix d'une vie et ce que ça engendrera en coûts et en dégâts par la suite de mettre l'économie en pause. Donc l'économie mondiale a été fracturée et aujourd'hui la France est à 3 303 milliards d'euros
donc la dette de la France est sur une trajectoire incontrôlable. On peut même se poser la question de si on ne va pas faire ce que l'on appelle une banqueroute, un great reset, un grand recommencement. Alors on pouvait le faire quand on avait la main sur l'émission monétaire. Quand tu as une banque dans ton pays, tu peux à un moment dire c'est banqueroute et voir comment regérer et repartir de zéro. Quand en revanche, tu es rentré dans un système dépendant des autres, donc dans pas une communion, une participation collective avec d'autres pays pour un système économique en commun, là c'est pas la même chose. Tu peux pas faire table rase du jour au lendemain. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on l'avait vu dans le livre de George Soros, quand on s'intéressait à comment on a basculé du serpent monétaire au système économique européen et après à l'euro. On s'aperçoit que George Soros, avec d'autres hedge funds, donc des fonds d'investissement, avait spéculé contre la Banque d'Angleterre et en l'espace d'une journée, il l'avait fait basculer et avait obtenu 1 milliard. Et donc 1 milliard, il me semble, de livres sterling, si je ne dis point de bêtises, ou de dollars, je ne sais plus, l'un ou l'autre. Et ça avait enclenché une panique à bord dans plusieurs pays européens sur les spéculations. Là où le système monétaire européen et ce serpent expliquaient qu'on pouvait être à plus ou moins 2% et pas plus, sinon il fallait justifier. Il fallait même mettre, voyez-vous, sous verrou quelque part l'économie. Eh bien, on a eu donc le coup de Soros et des autres. Magistral, la panique est à bord, on retrouve d'ailleurs toujours les mêmes banques, les mêmes fonds d'investissement, et de là, l'intérêt pour une monnaie unique, l'euro. La zone euro qui va se déclencher, bien évidemment, la Banque d'Angleterre attaquée, bien elle ne va pas rejoindre l'euro. Elle va rejoindre l'Union européenne, mais elle va garder, elle n'est pas folle, elle va garder sa monnaie, le livre sterling, ce qui lui permet à tout moment de ressortir. Alors que les autres, de jour en jour, ils s'endettent, ils sont redevables auprès de la Banque Centrale Européenne, ils ont des comptes à rendre. Par exemple, pour nous, actuellement, on nous dit pas plus de 3-5% de hausse de dette par rapport au PIB. Autant vous dire que c'est des milliards à chaque fois. Et donc la trajectoire est incontrôlable. On nous dit sur les 3 derniers mois qui viennent de s'écouler, la dette française a augmenté de 71,7 milliards d'euros contre 69 milliards d'euros au second trimestre, calcule l'INSEE. Donc là, on a quasiment pris 3 milliards de plus sur un trimestre. Enfin, on prend les 69 plus quasiment 3 milliards, 2,7, on peut arrondir. Une hausse principalement due à la dette de l'État. Donc, on emprunte, on s'endette, il y a un intérêt, et alors on paye de la dette sur la dette, plus ça gonfle, vous doutez bien, plus les montants sont conséquents, et à la fin, on en arrive à plus de 50 milliards d'euros par an, juste à payer la dette. Donc c'est-à-dire là en France, sur la production, sur l'effort national, sur ce que l'on déploie au travail, etc., sur également les recettes que l'on peut faire, 54 milliards à peu près, vont juste pour rembourser la dette de la dette. Donc l'intérêt. Même pas pour diminuer la dette, non, juste l'intérêt. Donc c'est quelque chose qui nous étrangle. On est dans un système qui imprime à tout va, sorti de l'indexation, voyez-vous, par exemple, dollar, comment on pourrait dire, or. Je crois que c'était, il me semble, Nixon, si je n'ai plus de bêtises, ou je ne sais plus, quelque chose comme ça, qui avait, je crois que c'était en 1971, enlevé le côté du basculement dollar-or. Donc ça y est, c'était plus convertible comme tel, et on pouvait imprimer à tout va des billets. Eh bien, la zone euro en fait de même, elle est sur une monnaie scripturale, quasiment que informatique, et non fiduciaire en pièces et en papier, et à partir de là, ça leur permet, de quelques clics, de créer un système économique de toutes pièces. Et comme on est avec une surliquidité quand on prête à un État, eh bien, il y a un moment, il faut supprimer de la monnaie. Sinon, il y a beaucoup trop de choses sur le marché. Et alors, les prix augmentent, on rentre dans l'inflation, et vient un moment, les gens ne peuvent même plus se payer les biens, veulent peut-être même économiser tellement c'est cher, et alors on est dans un état de récession. Donc là, c'est tout un système qui s'écroule. Et pour limiter les dégâts, eh bien, il faut augmenter les intérêts, essayer de faire disparaître de la monnaie sur le marché. Et c'est incroyable parce que, on regarde pour rappel, au premier trimestre, elle s'élevait la dette à 3 159 milliards, puis à 3 228 milliards au deuxième trimestre, et là maintenant, donc en l'espace d'un an, on est passé de 3 159 à 3 303 milliards. 112% du PIB. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on nous dit « Veuillez accueillir toute l'Afrique ». Nous sommes sur la carte, quand on compare
Au continent africain, la France, même si on y ajoute nos pays voisins, nous sommes minimes. Nous sommes tout petits. Et on nous dit d'accueillir énormément de population, alors que quand on regarde, eh bien, la France, entre autres, hein, si on prend que notre pays, est plus endettée que l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Algérie, le Maroc, le Soudan, l'Angola, le Kenya, l'Éthiopie, le Mozambique, la Tunisie, le Ghana, et réunis encore d'autres pays. Nous sommes plus endettés qu'eux, mais ils nous demandent de l'argent. Comme d'ailleurs, voyez-vous, l'Algérie qui prenait 800 millions et qui continue à nous cracher dessus. Toujours comme si on serait redevable et qu'on aurait pris des fortunes chez eux. Alors, expliquez-moi ce qu'on a pu prendre. Du fer pour la Tour Eiffel? Non, soyons concrets. Qu'est-ce que l'on a pris à l'Algérie? Je veux dire, aujourd'hui, quelle richesse ils peuvent demander à la France? On aurait pris quoi? Il n'y a rien. En fait, ils sont dans l'invention, ils ont besoin de justifier la corruption qui est au sein de leur État et de trouver un coupable qui est extérieur. C'est plus facile. Et aujourd'hui, en France, on nous laissera entendre qu'on est enrichi grâce à ces pays que l'on exploite. À ce que je sache, il n'y a pas de tyrannie, je vois pas des militaires dans les rues de pays tels l'Égypte, le Nigeria, l'Algérie ou le Maroc, par exemple. Donc c'est quoi tout le mythe qu'on nous a inventé autour de ça? Encore une fois, c'est créer de la culpabilité, c'est pour emporter de la population. On va s'intéresser au plan de Richard Kalergi. Et vous allez voir, le Kalergi, là, il a tout un intérêt pour métisser l'Europe, pour effacer le peuple blanc, et également pour accéder à ce qui s'appellerait l'Eurabia. Il voudrait étendre ni plus ni moins que l'empire arabo-musulman. Bien tout ça, quand on importe ces gens, on se conduit à la misère, et ça ramène maintenant à cette déclaration. Taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, l'Europe doit se préparer à une crise économique et sociale de grande ampleur. Donc, économique et sociale. Sous-entendu, par exemple en France, là, les aides, la CAF, les premières nécessités pour certains qui sont dans une crise aussi, ça peut exister, ça va disparaître. Au même moment où on entendait certains, oui, il y a le revenu universel qui est là, ils veulent conduire, ni plus ni moins, lorsque le corps devienne marché, mais on en reparlera plus tard. Donc l'Europe doit se préparer à une crise économique et sociale de grande ampleur. Elle sera la première victime du deuxième choc déflationniste chinois initié par Xi Jinping. 15 millions d'emplois sont concernés. Le jeu mené par Pékin n'a rien à voir avec les principes du libre-échange d'Adam Smith. C'est une logique de prédation de parts de marché appuyée sur des entreprises d'État. Donc on est vraiment sur la redistribution des parts de marché et sur l'intérêt pour enlever toute la liquidité que certains ont dans leurs réserves et à la place transformer ça en infrastructure, achat de terre, gestion de certaines entreprises rachetées, etc. Mais depuis plusieurs mois, les constructeurs automobiles allemands se sont préparés en passant des accords avec des entreprises chinoises pour maintenir leurs marges. En Europe, le combat est déjà perdu. La prochaine étape sera la vente d'infrastructures à la Chine. Ports, aéroports, installations industrielles, comme l'Allemagne et la France l'ont exigé de la Grèce et de l'Italie il y a 15 ans. Et il se trouvera certainement des esprits assez sottes pour se féliciter de cette nouvelle cure d'amaigrissement. Voilà que l'on délite nos pays, on les privatise et on se conduit à la ruine. L'agence France Trésor annonce lever 300 milliards d'euros de dette en 2025. Donc on n'a pas encore le modèle budgétaire qui va être celui de l'État là, pour gérer les différentes dépenses, mais ils sont déjà en train de favoriser, on va dire, une enveloppe de 300 milliards d'euros, en plus des 3303 milliards que l'on a en dette. La France est excessivement endettée, à 112,8% du PIB, et termine l'année dans un épais brouillard budgétaire. Pour autant, il lui faut bien continuer d'emprunter pour assurer le financement de l'État. Imperméable à l'instabilité politique, l'agence France Trésor vient d'annoncer ce jeudi qu'elle lèverait 300 milliards d'euros de dette sur les marchés financiers tout au long de l'année de 2025. Du jamais vu. En 2024, elle avait levé le montant déjà inédit de 285 milliards d'euros qui suivait le record précédent, 270 milliards en 2023. Donc, 270 en 2023, 285 en 2024, 300, il me semble, à 325 milliards pour 2025. Une pure folie. Et comme je vous ai fait un post tout à l'heure, j'ai mis « il y a une crise qui vient ».
L'inflation de cette année n'est qu'une cacahuète dans le saladier. Attendez que le sachet déverse l'implosion des crypto-monnaies, la diminution des aides par l'État surendetté, l'effritement des entreprises par le coût des matières premières, de l'électricité avec, on l'avait vu, les abus de l'accord AREN sur le nucléaire historique, où des entreprises existent sur papier mais n'investissent en rien. On peut également parler du quota carbone, qui est une vaste mascarade, où l'argent qui était censé créer des forêts, engendrer des infrastructures pour capter le carbone ou ce genre de choses, s'est évaporé comme ça, comme par magie dans la nature. On a également en perspective la hausse du baril de pétrole. Là, quand l'Arabie Saoudite va rentrer dans le conflit plus profondément face à Israël, les Américains et l'Union européenne, ça va faire mal. Et il faut s'y attendre. La crise immobilière, entre autres par les différents abus et certains qui n'osent même plus mettre leurs biens sur le marché de peur que ce soit squatté ou encore que l'on retrouve des impayés, donc ils vont être énormément réticents, ça sera plus seulement les 3 mois d'avance et un taux d'endettement de 30-35%. Là, il faudra aller plus loin. Il faudra vraiment vérifier, rajouter par exemple le vol d'oiseaux pour l'essence dans les dépenses et ce genre de choses. Et en plus, les prêts bancaires, pareil, vont être exigeants parce que les gens seront moins solvables du fait de l'inflation et de bien d'autres problèmes. On va avoir, il faut s'y attendre, l'augmentation de la bouffe par les mauvaises récoltes, par les grèves qui s'annoncent. Là, on nous a dit 5 janvier 2025, les agriculteurs vont se mobiliser, les éleveurs avec, ils en ont ras-le-bol. Et il faut voir que derrière, on avait parlé de l'assassinat des paysans en disant qu'ils étaient ni plus ni moins pris à la gorge par des réglementations toujours plus absurdes. Donc ils doivent s'équiper de matériel qui coûte des milliers d'euros, c'est-à-dire ni plus ni moins de se mettre sous gage, sous endettement, et au cas où ça ne fonctionne pas ou une année n'est pas au top, eh bien ils seront sous hypothèque. C'est à peu près ça la chose. Donc ils en ont ras-le-bol, ils ne se servent même pas de salaire comme il faut. Il n'y a rien de décent avec toutes les heures qu'ils sont en train de donner finalement, parce que c'est même pas, voyez-vous, rémunéré, c'est du don, limite, c'est de la générosité qu'ils ont. Il y a un moment, ils vont se dire ras-le-bol. On voit que dans les quartiers, par exemple, on donne des millions pour les étrangers qui viennent, on leur met des logements à moindre frais, on leur donne des avantages, transport gratuit ou ce qu'on veut, ils vont se dire c'est bon, ras-le-bol. Il y a un moment, on ne veut plus être pris pour des cons. Et donc à partir de là, il y a aussi le problème du Mercosur, c'est-à-dire l'Argentine et d'autres pays de l'Amérique du Sud et latine qui commencent à avoir des engagements avec l'Union européenne pour importer leurs produits. Là-bas, ça coûte beaucoup moins cher. Il y a moins de normes. Il n'y a pas de contrôle. Et donc, on veut nous mettre de la merde dans l'assiette qui va également impacter la santé, engendrer des frais, des médicamentations et tout ce qu'il en est. Et on a d'autres conflits comme les intensifications des guerres. L'effort de guerre est demandé. Et on n'est pas à l'abri également qu'il y ait encore un virus, une bactérie ou je ne sais quoi. On a, comme je l'ai dit, plus de 54 milliards d'intérêts annuels, mais on reprend encore plus que les années passées. Le plus dingue, c'est qu'on continue à accueillir l'Afrique, alors que notre pays est plus endetté, comme on l'a vu, que tous ceux du continent voisin. Dès 2025, donc je vous propose de nous pencher sur des dossiers des finances et sur des modèles économiques. Ce que l'on commence déjà aujourd'hui, et on va tenter de répondre à la question « Où va le pognon ?» Et on va également vérifier si la théorie du libéralisme, où le marché se régule en fonction des comportements d'achat, d'une certaine logique d'économie pour investir plus tard, par exemple devenir propriétaire, ou partir en vacances, ou s'installer dans un autre pays. Enfin, il y a différents projets qui peuvent exister, qui permettent des fois à ce que de la création monétaire, il n'y ait pas de dépenses immédiates. Et donc ça reste stocké sur des comptes, et ça évite d'enclencher trop de variations sur le marché, vous voyez, qui engendrerait plus de demandes, donc de la rareté et finalement des coûts excessifs. Et même, on avait partagé également un rabbi qui disait aujourd'hui on est tombé dans quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on produit plus que nécessaire, mais en fait on crée du gaspillage par le consumérisme et bien d'autres choses, on crée nous-mêmes la rareté, là où elle n'existe pas. Et donc on peut produire de la famine, des carences également nutritionnelles
pour les enfants ou les pauvres familles, ce genre de choses, alors qu'on a l'alimentation qu'il faut. Pareil pour le logement, on crée de la tension alors qu'il y en a qui sont vides. Et là, se pose la question, doit-on réquisitionner les biens de certains? Doit-on faire payer les réquisitions par les frais de l'État? Qu'en sera-t-il des poursuites judiciaires? Bref, c'est tout un phénomène. Et il y a bien d'autres choses encore. Donc comme j'ai dit, on vérifiera le libéralisme qui cache également les mains de l'État, qui de temps en temps intervient pour réguler le marché, ou encore des banques également, dont la Banque Centrale Européenne, par ses directives d'autorisation de temps d'endettement et de temps d'impression, de temps d'emprunt. Et est-ce que c'est efficace face à une totale maîtrise d'un État tout-puissant, et on ne serait pas forcément sur un État providentiel? Mais enfin, c'est un sujet. Revenons-en maintenant, hop là, que j'enlève ceci, à ce livre. Donc, l'État social, je voulais juste vous lire la première page. De toute façon, je suis rendu à la page 21, donc c'est vraiment qu'au tout début. Mais l'introduction est intéressante. Nos sociétés sont à un carrefour, à l'une des phases de grande bifurcation qui marquent l'histoire. Comme d'autres ont connu 1929, nous pourrions sans doute dire à nos enfants, aux petits-enfants, je cite, « J'ai connu cette époque. La crise est multiforme. À son volet économique et social s'ajoute le volet écologique ainsi qu'un autre, celui de la représentation politique qui se nourrit de l'incapacité de répondre au précédent. » Et maintenant, on va nous dire, et notamment dans la raison économique, que dans un premier temps, on était focus sur le bien-être humain. On a tenté d'enlever, au fur et à mesure de l'histoire, les trocs pour faciliter les échanges, pas mettre 50 intermédiaires qui dépossèdent de ton bien, essayer de répartir des richesses en taxant les riches et en créant une redistribution, notamment pour la sécurité sociale, moins paniquer pour son avenir en se disant « Merde, j'ai pas assez de côté pour ma retraite, oh putain, j'ai pas assez pour me soigner », au contraire, on essaye d'établir une juste égalité. Le truc, c'est que maintenant, quand on offre l'accès à tous, à la consommation, et qu'on crée de la publicité, du marketing et bien d'autres choses, où les gens veulent accumuler toujours plus de biens, il se produit une consommation excessive, une accumulation de produits, une production bien trop importante, et il faut des matières pour tout ça. Et pas seulement les matières des bras qui vont se mettre à la répétition dans la tâche ouvrière, comme pourrait le dire Simone Weil. Là, il faut des matériaux à travailler. Et à partir de là, on se rend compte qu'il faut aller puiser dans les terres. Il faut, par exemple, pour les smartphones ou encore pour les derniers modèles informatiques, etc., toujours plus de terres rares. Il faut des batteries plus puissantes. On est en train de basculer d'ailleurs également de la modèle thermique, de la voiture thermique, à la voiture électrique. Oui. Il faut basculer de la consommation du pétrole, en fait, à plutôt l'électrique, donc des batteries pour stocker celle-ci, l'énergie. Et à partir de là, eh bien, il faut des terres rares, il faut du lithium, il faut bien d'autres choses. Et pareil, pour les centrales électriques, il faut de l'uranium, il faut l'enrichir. Enfin bref, il y a tellement de choses qui sont utilisées qu'au fur et à mesure, on est apparemment en train d'épuiser les ressources naturelles. Et en plus, ce qui était dans la Terre par la transformation, donc l'utilisation qu'on en fait, on crée des pollutions par les particules ultra fines des voitures, de l'aviation ou encore des grands paquebots, par exemple, ou même des cargos, je crois. On appelle ça comme ça, là où on met les grands conteneurs. Il y a après tout le transport, voyez-vous, par les camions, etc. Et donc, on est dans un modèle qui ne sera pas viable. Et on le voit non seulement en dehors de l'idée de la couche d'ozone, fut une époque qui apparemment s'est refermée, de la fonte des glaciers en Arctique et Antarctique, on s'est intéressé au carbone. Et derrière, on s'est rendu compte qu'il y avait également de l'agent générique qui augmentait le phénomène, mais surtout, qu'il y a cette pollution de l'eau par les structures qui sont en monoculture. Vous voyez, on n'est plus dans la permaculture. Ça y est, la rotation des terrains, c'est terminé. Aujourd'hui, on est sur une variété de graines qui appartient à, comment je pourrais dire ça, un catalogue breveté par le codex, comment on appelle ça là, j'ai plus son nom. Alimentarius, Codex Alimentarius, qui va décider si ta semence est autorisée ou non, et au fur et à mesure, il crée des choses qui appauvrissent la terre. Il faut plus de produits phytosanitaires, pesticides, herbicides, etc. Donc, ça dérègle la biodiversité,
Et là, on obtient des insectes, des fois, qui sont mutants, c'est-à-dire qui deviennent plus résistants. Alors, il faut épandre 2 fois plus de produits. On tue les terres. On est en train d'abîmer les nappes phréatiques. On pollue l'environnement, comme on l'a vu par les différentes consommations. On continue à créer des méga trous maintenant par les pipelines et les plateformes là, qui vont prendre du pétrole. Tout ce qui était en dessous, là. Tout ce pétrole brut que vous voyez, c'est pas quelque chose de liquide comme vous mettez votre gazole. Ça, c'est après, c'est quand il est raffiné, c'est quand il est travaillé. Au tout début, la matière brute, c'est assez compact, on va dire. Quand on commence à vider la croûte terrestre de ça, eh bien, au moment où on peut avoir plus de séismes, de plaques tectoniques qui vont rentrer ensemble, on va créer bien plus de catastrophes qui vont engendrer des tsunamis, qui vont engendrer également des gens qui vont voir leur logement détruit, il faut reconstruire. Bref, c'est tout un modèle qui mène à la destruction. Et donc c'est pour ça que certains s'intéressent à l'écologie. Pareil, le nombre de consommation de bois pour les meubles, pour chauffer, pour des produits, pour bien d'autres choses encore, on déracine les forêts. Pour les monocultures, on l'a vu par exemple pour le Nutella et bien d'autres choses, l'huile de palme. On en fait comme ça des hectares et des hectares à ne plus en voir le bout pour un produit qui a un bon rendement et qui coûte peu cher à entretenir. Mais on appauvrit la biodiversité petit à petit, la planète s'épuise. Après, bien évidemment, il y a le GIEC et il y en a d'autres qui jouent de ce phénomène pour inquiéter, créer également de la spéculation. Et on l'a vu, ça a permis les quotas carbone, achat, revente, et l'argent qui est fait, on va dire, pour la plateforme et normalement pour investir pour la planète, il n'y a rien qui est exercé dans le bon sens. Donc en effet, on est dans une pire crise que 1929, puisque ce n'est plus seulement économique, social, sociétal, on est également sur l'écologie, et on a le sentiment que le monde ne va pas comme il est, que les choses doivent profondément changer dans la façon dont nos sociétés fonctionnent, et c'est aujourd'hui largement partagé partout sur la planète. Le truc, c'est que beaucoup s'intéressent à ça, flexitarien, mieux manger, éviter de trop partir en vacances, entre guillemets, pour ceux qui le peuvent, comment dirais-je, limiter certains gaspillages également, parce que ça c'est un énorme sujet, essayer de s'attacher au bio plutôt qu'à des produits ultra transformés, comme on l'avait vu, qui nuisent à la santé et qui vont entraîner des résidus, des nanoparticules dans l'eau, quand on va aux toilettes, faire nos besoins, pipi, etc. Et bien après, dans les stations de traitement, il y a toujours des nanoparticules de médicaments, de toxines, de restes de... Comment on pourrait dire ça ? Les produits qu'on ajoute, les additifs aux aliments, pareil, qui vont se retrouver dans la nature après. Et tout ça, c'est un cycle et petit à petit, on impacte. Après, c'est un vaste sujet. Puisque moi, je suis de ceux qui croient quand même que rien ne s'invente. Tout se transforme. Donc on ne peut pas vraiment anticiper. La modélisation qui nous en est faite est incorrecte. Voyez, on n'a jamais vécu ce modèle-là. Peut-être que la transformation qu'on opère à la planète n'est pas si néfaste que ça, sur certains plans. Mais enfin, ça nécessiterait une autre série sur l'écologie, est-ce délirant ou bien important. J'avais d'ailleurs fait un épisode en parlant, par exemple, de la géo-ingénierie. Ce sentiment n'est pas vraiment nouveau, mais il s'est considérablement renforcé depuis 2007, date de l'entrée en crise du régime néolibéral, qui s'était mis en place et répandu à partir de la fin des années 1970. Donc après on a eu ce qui précédait les révolutions industrielles, le manufacturing, pareil c'est l'homme qui devient un agent que l'on peut transférer d'un poste à un autre, puisque son acte, une fois formé, ne sera que répétition. Et on en arrivait après à la révolution industrielle selon Klaus Schwab, la 4e là, qui arrive. L'homme devient produit et on est rentré dans l'éthique sans éthique, dans les technologies de l'information et de la communication, sans en comprendre les mesures de la transformation par la robotisation, l'automatisation qui vont mettre bon nombre au chômage. Et dans la tête de certains, ils se disent, si on peut produire pareil et mieux dans les définitions, dans les finitions des produits, avec moins d'humains, alors on peut se séparer du reste. Il y en a qui sont trop sur la planète. Au même moment où les transhumanistes, donc les mêmes branches, travaillent à augmenter la longévité, la santé, le confort de l'humain. Et donc on se pose la question de, y aura-t-il un quota
de consommation, ni en relation ou non avec le carbone, ton téléphone émettant de pollution par les ondes des fréquences des antennes relais. Tu es également dans la pollution parce que tu te douches tant de fois par semaine, tu consommes ces aliments qui sont énergivores, qui consomment beaucoup d'eau ou qui nécessitent énormément d'alimentation pour les animaux. Et donc, ils vont tout traduire en quota carbone, en identifiant les besoins hommes-femmes, comme c'est déjà à peu près fait, en termes de calories par jour, de nutriments. Et c'est-à-dire qu'il y aura le minimum vital, ce avec quoi t'es pas un exosquelette, ce avec quoi t'es pas un obèse. On va dire que tu réponds vraiment pile poil aux besoins, donc une gestion qui rejoint ce que j'avais lu dans le livre IBM et l'Holocauste d'Edwin Black, où dedans les machines perforées, vous voyez, elles devaient servir finalement à tout rationner et tester dans les camps de concentration, voir les rations, à quel point on peut les diminuer pour qu'ils continuent à produire un effort, mais qu'en termes de ressources, on soit bon et qu'on ne soit pas en déficit. Et donc là, il y a cette stratégie, en tout cas, qui pourrait être mise sous algorithme, c'est-à-dire le nombre d'hommes, de femmes, d'enfants, d'adultes, de vieillards, etc. On identifie leurs besoins par rapport à un état de santé, et s'ils veulent vivre au-delà, c'est-à-dire dépasser la limite qui leur a été inscrite, ils le pourront, mais il faudra payer une taxe. Il faudra justifier de pourquoi. Toi, tu peux polluer plus que l'autre. Et donc petit à petit, il y en a qui vont avoir le dégoût de la vie, et certainement qu'il y aura un permis pour être parent, puisqu'il y a trop de population sur la planète. Il faudra également, peut-être ou non, je sais pas, remettre l'euthanasie, la condamnation à mort de tous ceux qui sont criminels. Et il y a toute une stratégie, en tout cas, qui est organisée par ceux qui veulent réformer la société, au nom de plus de justice, de meilleure répartition, etc. C'est pour ça que je vous dis que c'est un vaste sujet l'économie, que je m'y penchais pas encore pour le moment, parce que quand je vous aborde un sujet, je peux pas être là juste sur 2-3 éléments. Il faut être plus en profondeur. Et donc on est sur une crise qui n'est pas un trou d'air conjoncturel, elle témoigne des contradictions à bien des égards insurmontables de ce régime. Celui-ci peut certes perdurer, à l'heure où ces lignes sont écrites, les néolibéraux réalisent un véritable tour de force, alors que la crise est clairement celle de leur modèle, ils prennent prétexte de l'une de ses conséquences, la hausse des dettes publiques, pour ancrer plus profondément encore leur modèle défaillant. Il faut aller plus loin, vous voyez. En fait, il y avait, je crois que c'est dans La Gauche Caviar, si on ne veut pas de changement, il faut opérer le changement, ou un truc comme ça, vous voyez, c'était... pour ne pas changer... Attends, c'était quoi la formule ? En fait, s'il y a une direction qu'on ne veut pas emprunter, on fera tout pour faire entendre qu'il y a eu un changement alors qu'on n'aura rien changé. En gros, c'est à peu près ça la chose. Et bien là, c'est ce qui est décidé. Ils voient qu'ils ont construit par le néolibéralisme un modèle qui s'effondre, des crises financières. On a eu la crise de, je crois que c'était 1975 ou 85, je sais plus, je crois que c'est 85, il me semble, choc pétrolier. On a eu après la guerre froide également, qui était un gros conflit. On a eu comment je pourrais dire ça, et l'Internet, là, dans l'an 2000, je sais plus, ils attendaient un bang, ou je sais plus comment on appelait ça. Et après 2007-2008, la crise des subprimes. 2020, la crise Covid. Et là, on s'attend, on nous l'annonce, on nous prépare depuis des mois et des mois. On a eu, il y a quelques années, Marc Toiti, très bon analyste, qui expliquait que les bitcoins, tout ça, c'était des bulles. Soit ça viendrait à dégonfler, soit ça viendrait à pouf, à péter, et on n'en aura pas que une par une. Ça va être tout d'un coup, ça va être un feu d'artifice. Les marchés vont être en totale alerte, les gens vont vouloir un peu plus de sécurité, bref, ça va être la course au guichet, à l'investissement qui pourrait être prospère, à l'évacuation des finances, par exemple, de la France, pour plutôt les placer en Chine ou encore en Russie. Ça va être catastrophique. Et ils le savent. Et derrière, ça va entraîner également des agriculteurs dans toujours plus de difficultés, des humains qui vont avoir du mal à se nourrir, bref, c'est un ensemble, et c'est ce à quoi ils nous préparent. Et Christine Lagarde, elle l'avertit depuis un petit moment, parce qu'ils mettent ça en place, ils ne sont pas, voyez-vous, aveugles de la situation. Par rapport à ce livre, c'est vraiment tout, je suis qu'au tout début, je ne peux pas vous en parler plus que ça. En revanche, pour le grand hold-up, je voulais quand même vous choper 2-3 passages. Comme je vous disais tout à l'heure, à la page 75 de ce livre, il est dit, attendez. Voilà. Est-il juste qu'un gagnant au loto puisse ne jamais payer d'impôt sur le revenu ni la fortune ? Et là, après, il y a une autre question. Est-il juste
que 10% des ménages payent 70% de l'impôt sur le revenu. Donc 10% des ménages les plus valorisés, les plus aisés, payent 70% des impôts. C'est ce qu'il faut dire aussi. Il y en a qui vont expliquer, oui, mais en fait, ces grands patrons existent par la force de leurs salariés qui sont les moteurs, quelque part, de leur économie. Et c'est vrai, mais regardez, revenons au tout début, dans cette idée-là. Qui met à disposition un terrain où il va dessus créer donc un bon bâtiment avec des normes, des sécurités, va acheter des machines, va permettre aux employés tout de même d'avoir des horaires, même si ça a été effectué par le socialisme, les progrès des 40 heures puis des 35 heures. Mais si on n'avait rien de tout ça et qu'on était uniquement dans l'ubérisation où chacun travaille pour après mettre son service au sein d'une plateforme commune, il y aurait encore plus d'exploitation. Le travail serait bien plus compliqué. Il n'y aurait pas autant derrière de redistribution de richesses et ce genre de choses. Redistribution par... on va dire quand le patron nous verse un salaire, il verse sa partie patronale à l'État. D'accord, il y a une charge qui revient à l'État qui permet de financer bien des choses dont la retraite et également le chômage par exemple. Nous-mêmes on verse également sur notre salaire ceci. Donc si on s'individualisait, il y a des charges qui disparaîtraient. Il y aurait un esprit de solidarité en moins. C'est pour ça que la critique est bonne, le réajustement serait intéressant. Maintenant, de là à dire qu'il faut tout effacer et on est dans l'anarchie, c'est les plus forts qui l'emportent, ou encore on est dans un monde utopique, chacun travaille à son compte et sera rémunéré à juste valeur. C'est complètement utopique parce qu'il y en aura toujours un qui fera fortune, qui investira, je sais pas, dans des endroits où on crée des outils, où on crée des machines, et qui les mettront en location, qui les vendront, donc qui feront toujours un bénéfice. L'inégalité comme telle, elle ne sera pas effacée par ça. Après, ils disent quand même, est-il juste que l'épargnant soit taxé sur des plus-values potentielles mais non matérialisées? Il y a des abus, comme pour les cryptos. Un marché de spéculation, si tu emportes le pactole, l'État sur bénéfice, hop, 30%. Vous voyez? Et il y en a qui se croient intelligents, ouais, mais moi je mets ça sur un stablecoin. Bon, mais en fait, c'est déclaré. On sait à qui appartient le wallet. Et le jour où tu voudras le dépenser, si tu dépasses ton investissement initial, ça sera considéré comme de la plus-value. Mais il y en a, ils pensent échapper en passant au travers des mailles. Mais passons, et en plus, ces idiots donnent certaines techniques, comme ça, après, elles sont bien populaires, et à la fin, l'État s'en sert. Vous voyez. Ça lui remonte à l'oreille, il se dit, attends, on va pas laisser faire. Donc il faut se douter également que comme ils ont besoin d'argent, ils vont aller vérifier partout. Là, ils s'intéressent également aux réseaux sociaux, voir les photos, ce genre de choses. Ils utilisent les voitures qui passent pour mettre sur Google Maps, vous voyez, les maisons, les jardins, etc., pour vérifier s'il n'y a pas une piscine, s'il n'y a pas également un abri-jardin, ce genre de choses. Là, ils veulent taxer à fond. Ils vont pas lâcher ceux qui ont des comptes ouverts, des fois pour pas forcément déclarer. Je pense à la BNP. Il y en a beaucoup, ils avaient leur compte là-bas, puis après il y a la loi là, en 2020 qui est tombée. Alors, ils étaient pas bien. Il fallait justifier un titre d'identité, comprendre pourquoi il y avait des revenus qui étaient arrivés. Donc tout ça, là, il fallait justifier. Il y en a plein, ils ont eu leur compte gelé. Ils étaient verts. Donc leurs entreprises ont coulé aussi derrière, c'est vrai. On a l'impôt sur la propriété, hein, qui est ni plus ni moins qu'une dépossession, un déracinement. Ça permet à ce que lorsque tu transmets un héritage, au bout, je crois que de 2 ou 3 fois, finalement, tu as payé 2 fois le bien. C'est-à-dire tes ancêtres, ils ont trimé pour acheter une propriété, ils l'ont transmis à leur enfant, tac, l'État, selon sa valeur, avait déjà pris 10, 20, 30% en plus, et ils retransmettent à leurs petits-enfants, pareil, 10, 20, 30% en plus, et au final, au bout de 3 générations, tu te retrouves à avoir tes grands-parents ou arrière-grands-parents qui avaient payé le domaine, et toi, qui pour en hériter, doit à nouveau t'acquitter d'une taxe, et ça revient à ce que le bâtiment, le logement était payé plusieurs fois. C'est une honte, et ça permet en fait à certains, ni plus ni moins, d'être isolés un moment, de vendre leurs biens par une galère parce qu'ils ne peuvent pas se permettre en héritage de payer 60 000 € d'un coup ou faire un prêt bancaire, donc ils vendent. Et des fois même au rabais. Et après, ça retombe entre les mains d'étrangers qui, eux, vont être là dans un fort intérêt. Hein. Je pense notamment aux Chinois.
Ils rachètent les forêts, ils rachètent certaines terres, même non constructibles, dites agricoles ou de loisirs. Ils s'y intéressent fortement en France. C'est un sujet. Alors après, on a les tranches d'impôts, les 5 tranches à 4 tranches. Il y en a certains qui sont à plus de 60, d'autres à 50%, c'est juste énorme. Et il y a les niches fiscales qui sont installées, parce que plus tu augmentes, plus certains se disent, mais attends, moi, ok, il n'y a pas de souci. Je suis solidaire, j'ai la main sur le cœur parce que je suis chrétien et c'est quand même ma nation française. Donc il y a mon peuple au résultat. Mais quand il voit qu'il y a des nouveaux arrivants qui lui crachent à la gueule, qui sont là également dans son peuple résultat pour certains, des socialistes, gauchistes, à dire à tout va, salauds de bourgeois, leur faire porter tous les problèmes de la société, tout en déclarant qu'il ne faut pas stigmatiser par contre l'immigré ou ce genre de choses. Il faut stigmatiser que le blanc qui aurait fait fortune et qui serait devenu bourgeois. La même gauche bourgeoise en plus, mais encore une fois, les dichotomies et les oxymores, chez eux, ça va de pair. Et donc, on s'aperçoit qu'il y en a certains, ils se disent, c'est bon, je ne vais plus investir dans le pays. Et je vais monter mon entreprise ou la faire enregistrer au Luxembourg, en Irlande ou ailleurs. Je vais utiliser les niches fiscales. Et après, ça va alimenter le discours des gauchistes, qui vont demander à ce qu'il y ait toujours plus de taxation des riches, mais qui vont s'étonner du résultat que ces derniers se barrent de France, et que ça crée de la pauvreté. C'est pour ça qu'en fait, ce sont des idéologues. Comme celui qui était dans TPMP, là, comment il s'appelait? Il se disait politologue. J'ai plus son nom. Putain, il m'échappe. C'est pas grave. Mais qui vous laissait entendre que, par exemple, la délinquance de ceux qui cambriolent, c'est pas grave, ça représente que 1% des logements qui sont cambriolés chaque année. Que la criminalité ou, voyez, les coups et blessures volontaires de la part des immigrés, c'est pas si grave, parce que sur la population française, si on remet sur les 67 millions, c'est 0,5%. Par exemple, là, j'ai pas les chiffres, mais c'est pour vous donner l'absurdité des choses. Et en fait, c'est toujours des discours qui vont pas ensemble. D'ailleurs, on va démystifier un petit truc après dedans. C'est incroyable. Il y a en France, on nous dit 460 niches pour 233 objectifs. Et d'ailleurs, c'est incroyable parce que la gauche et les socialismes, je différencie un peu les deux, parce que ce sont des extrêmes qui ont chacun leur degré d'influence sur différentes revendications. Eh bien, les deux, socialistes et gauchistes, sont les premiers à dénoncer l'optimisation des riches, mais quand ils font un peu de thunes, ils sont là à te faire des pancartes, des tracts, des vidéos pour t'expliquer comment donner à telle association pro-migrants et tu peux défiscaliser à hauteur de plus de 66%, 66, et quelques. Donc comment sur ta fiche d'impôt, finalement, mettre plein la gueule des droitisés, vous voyez, des gens de droite du pays identitaire. Toi, t'es un résistant, t'es dans la lutte. Tu vois, parce que par exemple, pour certains là qui font un peu plus du SMIC, ils ont, je sais pas, 200 € d'impôt à payer, ou 300 €. Donc ils vont dire, sur les 300 €, donne déjà 200 € et tu verras, ça t'enlèvera à peu près 140 balles d'impôt. Ça, c'est ce que tu auras optimisé en donnant du coup à ces étrangers. Et voilà qu'on se retrouve, en plus des subventions qui sont par milliards, eh bien des dons défiscalisés qui sont par milliards également. Pour les pauvres racisés qui sont discriminés par un système qui serait dans un racisme systémique. Alors expliquez-moi comment ils s'enregistrent. Comment ils prennent des subventions, comment ils peuvent faire des manifestations, comment ils obtiennent des locaux, comment on peut même leur autoriser à ce qu'il y ait des dons défiscalisés. Ah, c'est la même arnaque que pour les fact-checkers ou ce genre de choses. C'est tout, c'est des choses à dire, comme pour SOS Racisme, ou comme pour ceux qui sont à fond dans l'antisémitisme, vous voyez. Ils sont là en train de dire, il faut nous financer pour la mémoire de ça, faire également un musée, ce genre de choses. Vous n'avez pas déjà des mécénats dans vos domaines? Oui, et les islamo-gauchistes, là, comment je pourrais dire ça? La nouvelle génération, ceux qui se veulent xénophiles, si vous préférez, la préférence des autres à la place des nôtres. Ils se font passer à longueur de temps pour des victimes. Allez dans leur quartier, vous verrez. Ils ont des assos pour défiscaliser les dons et faire acheter des cadeaux de Noël. C'est fort, hein, ce qu'ils font. Il y a également pour acheter par exemple des véhicules, après livrer les courses ou ce genre de choses, hein, aux frais de la princesse, hein, toujours. Et ils vont se permettre de nous critiquer, nous. Si on se penchait sur toutes ces assos, mais je vous dis, c'est un scandale.
c'est ni plus ni moins c'est pas une polémique simple, non, c'est un scandale. Scandale d'État qui ferme les yeux sur ça. Et je voulais vous montrer autre chose, puisqu'on est rentré dans l'augmentation des impôts, on va en reparler après, et des dépenses également qui vont avec. On nous dit les dépenses publiques atteignent aujourd'hui le chiffre astronomique à l'époque. Après, il parle de 1185 milliards d'euros. 58% de la richesse nationale est produite par l'État, soit le chiffre le plus élevé des pays de l'OCDE après la Finlande, 13 points de plus qu'en 1980. Mais alors que tous nos voisins ont diminué ce poids, moins 10 points en Allemagne, moins 17 en Suède, et même moins 6 en Italie, nous n'avons cessé de l'accroître de notre côté français. Ainsi, entre 2007 et 2012, les dépenses publiques ont augmenté de 34 milliards d'euros par an. En 2013, la facture s'est encore alourdie de 21 milliards, dont 3 pour l'État, 13 pour la sécurité sociale et 5,6 pour les collectivités locales. Le niveau de la dépense publique en proportion du PIB est inacceptable, dénonce Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne. Donc là, après, on est dans l'âge d'or pour certains, et il y en a même un qui avait écrit dans son livre, je crois que c'était Michael J. Sandel, qui disait, ou plutôt dans le consumérisme, Bruno, on a dépassé l'âge d'or, puisqu'aujourd'hui on est capable de jeter des choses qui peuvent se recycler. On les met à la benne. Type les bouteilles en verre, les bocaux en verre, on les met à la benne. Donc on a dépassé l'âge d'or qui, lui, faisait fortune, par exemple, avec ça. Enfin, à la page 152, il est dit « On dépense plus, mais on ne vit pas mieux. » La contrainte pour l'État de ne pas dépasser un certain montant de déficit exprimé en pourcentage du PIB, 3% en 2017, selon les directives de Bruxelles, et le ras-le-bol fiscal des citoyens oblige aujourd'hui à raisonner en termes d'allocation optimale de la recette dans un budget contraint. À quoi l'argent est-il le mieux utilisé ? François Hollande, lui-même, doute de la pertinence du toujours plus. Je cite. La dépense publique atteint aujourd'hui 57,1% de la richesse nationale. Est-ce que l'on vit mieux pour autant ? Non. 57% aux alentours de 2017, alors qu'en 2012, c'est à peu près 52%. On a pris 5%, et autant vous dire que depuis 2017, on a certainement encore pris 3, 4, 5% en plus. On doit être, à mon avis, pas loin des 60%, 62% de dépenses. Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, un effondrement sur tous les niveaux. Et en fait, on en arrive à un écroulement, à un effritement du pays pour une des raisons, c'est qu'un peuple qui n'a plus l'amour de lui-même, qui n'est plus dans un résultat efficace, c'est-à-dire assez condensé, historico-biologico-spirituel, n'a plus d'intérêt. Et donc, il y en a certains qui n'hésitent pas, par haine contre les chrétiens, ou encore par détestation de l'Occident, à monter des assos, à surfacturer, je sais pas, des services, des fournitures, des frais de gestion ou déplacement ou ce que vous voulez, parce qu'ils se disent on s'en fout, c'est pas notre pognon. C'est les Français qui payent. Oui, ils prennent des subventions par la mairie, par la région, par l'État. Et on l'avait vu notamment, je vous avais exposé le cas, et j'étais même pas parti sur les migrants. J'avais penché mon esprit et mon intérêt sur les fact-checkers, dont la Haute-Favre. Et je vous montrais que pour l'endoctrinement des gosses, là, ces petits ateliers à la con, où elle met sur une image, est-ce qu'une licorne, ça existe ? Ou encore, elle vient questionner, je sais pas, est-ce que les Illuminati, c'est vrai ? Ah oui, c'est vrai, mais ça n'existe plus. Vous voyez, des choses bidons, des ateliers en soi qui ne sont non structurés, qui sont d'un niveau primaire, type socialiste, eh bien, elle prenait 5 000 € avec son équipe. Et ils interviennent comme ça dans plein de régions. Rudi Reichstadt, j'avais exposé, il avait pris des milliers d'euros pour son observatoire du conspirationnisme. Voilà ce que c'est du détournement d'argent public, ni plus ni moins. Et je parle même pas des dons où on n'a pas accès au compte, etc. Et là, c'est uniquement pour les fact-checkers. Penchez-vous maintenant, intéressez-vous prenez un quartier près de chez vous. Allez dans une cité pas loin. Regardez, questionnez sur les assos qui existent et commencez à récupérer les comptes. Épluchez-les, vous allez voir, ça va être très très intéressant. Et on va voir qu'il y a des très gros groupes après qui sont là en train de favoriser l'immigration illégale. Parce qu'ils vont loger les personnes présentes illégalement sur le territoire, favoriser à ce que les OQTF
puissent saisir quelqu'un qui va défendre leurs droits pour faire appel et rester sur le territoire. Et je vous l'ai exposé avec là le fornicateur de chèvre qui est venu en France et qui a violé un handicapé dans les toilettes d'un Leclerc à Saint-Herblain, là, au niveau de Nantes, Atlantis, Leclerc Atlantis. Eh bien, cette ordure en question à apparence humaine avait déjà une OQTF. Elle n'a pas été appliquée parce qu'il a fait appel. Il a violé l'handicapé, donc il va être jugé, et comme son OQTF, normalement il y a 2 mois pour y donner suite et lui dire tu quittes le territoire, sauf que là, du coup, il aura une affaire judiciaire en cours. Donc il pourra rester. Et il y aura peut-être une autre OQTF qui sera appliquée sur la peine, et il pourra faire un appel. Et je vous ai dit, cette ordure, je l'ai croisée déjà à 2 reprises devant une boulangerie où il était en train de squatter déjà à l'époque, en train de demander de l'argent, et il n'a aucune honte. Il continue à visage découvert, alors que son crime est connu de tous, à demander de l'argent aux gens, devant une boulangerie normale. Et moi, je vous l'ai dit, hein, je vais y retourner, ne vous en faites pas. Quand je vais le croiser, je vais sortir la caméra, cette fois-ci, ça va pas être comme l'autre fois où je lui ai dit, moi, je donne pas d'argent aux violeurs, fils de pute. Là, je vais l'afficher sur Internet. Je dis, regardez, les OQTF en France, voilà, par les socialistes, ils peuvent rester dehors. Ils n'ont aucune honte quand ils font un crime, parce qu'ils sont encore là à demander de l'argent aux gens. Je vais l'humilier en direct sur Internet, même si ça me vaut, voyez-vous, une condamnation haute. Et s'il fait le malin, je vous le dis, il n'y aura ni une ni deux. Ne vous en faites pas. S'il commence à agir, premier coup qu'il met, ça sera réglé automatiquement. Et la police, elle est déjà prévenue. Je les ai appelés, ils font pas leur travail. Enfin, si, ils font leur travail, mais ils me disent qu'ils sont dépassés par ça, qu'ils ne peuvent pas, voyez-vous, lui interdire l'espace public parce qu'il fait rien, entre guillemets, de dérangeant. Alors pourtant, il a une OQTF et il est en suivi judiciaire, mais enfin, ça, c'est une autre affaire. Que je m'éloigne pas de l'économie, mais c'est pour vous dire, si notre pays s'effondre, eh bien, c'est qu'il n'y a plus cet esprit de solidarité, c'est-à-dire de commun où on a un intérêt à défendre nos frontières, notre peuple, nos coutumes, nos modes alimentaires, nos modes vestimentaires, et tout ce qu'il en est, y compris l'éducation des plus jeunes. Si ça s'effondre, c'est entre autres parce qu'on est en train d'importer, comme c'était le cas à Rome, des barbaresques. Parce que, comme c'était le cas à Rome, on ne prêtait pas d'intérêt à la religion spécifique du peuple. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'on fait en France, on importe ni plus ni moins que des musulmans, des radicalisés, d'autres qui détestent l'Occident, qui sont même pas pratiquants, certains ils sont athées, mais ils nous détestent parce qu'ils diront qu'on est des colonisateurs, que l'on a un passé lourd. Et en revanche, quand on leur rappelle les traites barbaresques, ou encore intra-africaines, noir sur noir, ou la façon dont sont constituées et construites les pyramides, ça précède l'avenue des Blancs et des Occidentaux. Mais là, ils ne veulent plus entendre la chose. Et si on s'effondre, eh bien, c'est qu'il y en a certains détestant la France et ce qu'elle représente, son image. Vous voyez, qui à longueur de temps vont prendre le RSA, voire réussir à tromper un médecin en se faisant passer pour fou et du coup s'attribuer la hache, allocation adulte handicapé, plus de 1000 balles. Pour les autres, vont ramener leur famille, rapprochement familial, la CAF pour les gamins, et puis l'autre qui a atteint maintenant plus de 65 ans et qui peut prendre de l'ASPA. Elle n'a rien de déclaré en France. Dans son bled, c'est au nom de sa cousine ou de son cousin. Donc, le bien immobilier qu'elle a, le petit commerce ou ce que vous voulez que lui il a, c'est pas déclaré. Et donc, il peut prendre l'ASPA. Plus de 1000 balles par mois. Et il n'aura rien à rendre à l'État parce qu'il n'y a aucune richesse déclarée en France. Il aura également la PL à côté. Et c'est là qu'on voit que quand on fait venir plein de gens, les logements sont en tension, les prix augmentent. Et donc, quand tu es logé en locataire, que ce soit dans un parc HLM ou encore dans le parc privé, par rapport à tes revenus, les loyers augmentent, et donc tu demandes des APL. Les APL d'année en année, pareil, deviennent conséquents, et en fait, tu alimentes une machine atroce. Alors derrière, il y a certains proprios bien blancs, bien occidentaux, qui sont des ordures également, ce que l'on appellerait la génération des boomers, là. Ceux qui ont connu les 30 glorieuses, 1946, etc., qui s'en sont très bien sortis, qui à leur époque ont pu investir et te diront « Mais t'inquiète, si tu veux, tu peux ». Et ces escrocs-là, là, qui aujourd'hui ont des SCI un peu partout, ont plusieurs biens immobiliers, et sont partis en Thaïlande ou je ne sais quoi, vivent leur vie d'aloca parce qu'ils sont branle de ce qui se passe en France. Eux sont des traîtres à la nation. Et c'est pour ça que si on avait un gouvernement qui s'intéressait vraiment à notre pays, déjà depuis l'étranger, t'as pas le droit d'avoir 3-4 biens. Ça, c'est fini. C'est fini. Tu veux avoir plusieurs biens parce que t'aimes la France, eh bien tu restes en France. Tu vas pas vivre plus de 6 mois à l'étranger. Et il y a bien d'autres choses encore, des éléments, voyez-vous, de bon sens. Tu fais pas venir quelqu'un
qui sur Internet a diffusé qu'il détestait la France. Le premier qui fait un post comme ça, non justifié, il prend ses valises, il dégage. Il n'y a pas de binationalité également. Tu ne te dis pas, par exemple, je sais pas, français, algérien. Non, c'est soit tu es français, soit tu es algérien. Tu peux être en voyage chez nous, bienvenue, et on te déroulera et on te fera le service comme pour tout le monde. Par contre, tu peux pas dire, ouais, non, moi je suis français pour les aides, mais par contre, dès qu'il y a un événement sportif, dès qu'il y a une revendication, dès qu'il y a un peuple à défendre, je sors le drapeau et je dis, par exemple, Biba l'Algérie, ou pour l'autre, vive le Mali, ou pour un autre encore, je sais pas, le Cameroun en force, vous voyez. On ne peut pas se permettre d'avoir ça. S'ils viennent, c'est qu'ils aiment notre pays. S'ils veulent faire uniquement de l'argent, ils prennent pas le titre, ils sont avec un visa. Et ça signifie qu'ils ne seront pas implantés ici, qu'ils repartiront au bout d'1 an, 2 ans, 5 ans, voire 10 ans si c'est renouvelé, autorisé, et que c'est des travailleurs. Parce qu'il y a des gens qui sont top. Hein. Il y a des gens, c'est des bosseurs. Il y en a, ils viennent même également faire leur diplôme. Et après, ils vont repartir dans leur pays d'origine, eh bien, pour transmettre le savoir. Donc ça, c'est positif. Tant qu'on gère en proportion. L'économie, c'est ça, c'est une gestion. C'est du choix. Tu peux pas être dans l'émotionnel, oui, on va accueillir tout le monde. Non, 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 ça tient pas. C'est une question de rationalité. Il y a une rationalité sur notamment le principe de population, même si je ne l'accepte pas dans l'intégralité, mais il y a un territoire, il y a des ressources définies. On ne peut pas comme ça dire allez, venez tous, si on en met certains dans des tentes, et ça va former des collines du crack. Et donc après, on va importer de la drogue dure, et on va créer des conditions où les gens, les voisins vont être à bout, ou antidépresseurs, ou encore à consommer des choses pour dormir, ou vont carrément se barrer du pays. Et donc on perd encore de la solidité de notre peuple qui s'effrite. Certains, ils ont les moyens, ils se barrent. D'autres subissent, sont à bout, suicident ou encore tombent dépressifs ou ce qu'on veut. On ne peut pas. Il y a un moment, il y a le bon sens. L'élément cancérogène, celui qui nuit à la société, alors, pour certains, on leur favorise la hijra. Ils disent qu'on est des koufars, des mécréants, pas de problème. On va te favoriser la hijra, tu iras dans tes pays musulmans, tu seras très bien là-bas. On ne te fera aucun mal. Hein. On va te prendre ton billet, tu dégages. T'es plus le bienvenu. Tu veux faire des vacances? Tu peux. Tu veux maintenant rester ici? C'est mort. Il y a les autres qui détestent notre nation, mais on va dire qui ont l'identité française, pas de problème. Toi, on va te suivre à la trace. Tu auras interdiction d'avoir plusieurs biens immobiliers. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut mater, il faut un État autoritaire. Pas dans l'excès, dans une tyrannie, non, non. Tu as le droit de penser, mais attention à ce que tu fais au pays. Les délinquants, les criminels, fini les clubs med là en vacances où ils sont dans les prisons et ils s'échangent des téléphones, ils font des cantines et tu les vois, ils ont les petits gâteaux, le Pepsi, etc. qui vont avec. Terminé. Camp du travail. Pas de camp de concentration, hein. Non, non, non. Et j'ai toujours dit camp du travail. Dans le wagon. Hop là, tu vas aller au champ maintenant. On manquait de bras là pour aller cultiver, pas de problème, on va les avoir et à moindre coût. Et ce qu'il y a dans les prisons pour les alimenter, ça nous reviendra à zéro. Parce que ça sera leur force qui sera employée pour le champ. Et pas de motorisation, pas de camion, de tracteur, non, 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 tout à la main, à la pioche et au râteau, etc. On va les mettre à la dure. Et en plus, pour certains, ça les réintègre. Puisque mettre les mains à la terre, c'est déjà se reconnecter les pieds sur terre. L'humilité. Et c'est se dire que ce qui tombe dans ton assiette, c'est pas comme ça ne t'est pas dû. Si tu as fait un crime, tu as fait du mal à des Français et également de facto à la nation, tu es redevable. Et donc tu mettras, entre guillemets, ton effort. Si une fois que tu es libéré, tu en as été exaspéré du pays et tu en as marre, tu repartiras d'où tu viens, c'est pas un problème, on ne te forcera pas à rester. Sauf pour le criminel, celui qui a fait des viols, celui qui a fait de la pédocriminalité, celui qui a tué quelqu'un, ça c'est cas de figure, eux c'est à vie. À vie, ils sont esclaves. Ils veulent se suicider, pas de problème, mais nous on les tue pas. Nous on les fait pas condamner à mort. Ils y vont d'eux-mêmes. Ça, c'est du bon sens. Mais pour ceci, il faudrait un programme, voyez-vous, solide. Et je pense qu'en 2025, je ne suis pas un politique, hein, mais je vais me pencher sur certains faits. Est-ce qu'on peut demander des stats ethniques? Il ne s'agit pas seulement de revendiquer ça, c'est pourquoi, comment on pourrait mettre ça en application, etc. Sur combien de générations on remonte? Vous voyez, il faut vraiment tout structurer, mettre un cadre. Également, pareil pour les prisons et la transformation, les peines, la gestion économique, le nombre de migrants qu'on peut accueillir, que fait-on des criminels également autochtones, entre autres les pédocriminels, ce genre de choses. Il faut établir une feuille de route. Ce sera peut-être les grandes lignes pour débuter, et par la suite, ça pourra devenir notre combat. Et c'est pas le combat d'un homme, c'est le combat d'une nation. C'est ça qui doit se faire.
Alors, on arrive au livre La raison économique et ses monstres. Hop, que je prenne les petits écrits. Donc pour Sylvie, Lila, Jonas, pour toujours. Oh, bon, allez, c'est bon. On passe les moments où ils saluent leurs amis. L'économie. Commençons par là. Elle est le nom donné à la partie marchande des transactions humaines qui prend place sur des espaces publics régulés que l'on appelle des marchés, où les biens et les services utiles aux humains s'échangent sur les marchés au moyen d'un symbole communément accepté qui prend le nom de monnaie. On en a fini avec les trocs. Je vous avais parlé d'un descendant de Crésus depuis la Perse qui avait révolutionné le monde, on va dire, de la monnaie, et puis après, bon, tout ce qu'il en est de la suite. Selon une croyance partagée qui se nomme la valeur. Donc la monnaie, on lui attribue une valeur et elle permet elle-même d'être indexée sur une marchandise, la valeur marchande. Autrement dit, l'économie, c'est nous, nos désirs, nos besoins, nos talents, nos règles, rien que nous. Une petite partie, au demeurant, de ce que nous voulons bien faire ensemble. Que l'économie en soit venue à être envisagée comme une créature légendaire qui plane au-dessus des sociétés humaines pour leur imposer son joug, et ses lois ne tient pas seulement de l'artifice rhétorique. Ce monstre, tantôt menaçant, tantôt vulnérable, que nous avons créé de toutes pièces, trahit la vérité profonde d'un système économique devenu progressivement étranger au bien-être humain, et d'une pensée économique dominante désormais non seulement hors sol, mais extraterrestre. Cette affabulation se nourrit de deux profondes erreurs de jugement qu'il faut dénoncer pour espérer revenir au plus vite au monde réel. Alors, un petit instant, après 1 heure quand même. Ça fait du bien. Hop là. On continue. La première erreur vise à faire passer les choix économiques pour des vérités scientifiques qui s'imposeraient à nous comme des lois de la physique ou de la biologie, alors même qu'il ne s'agit que de conventions sociales réversibles à tout moment, pour peu que l'on décide collectivement. Donc on nous laissera entendre que le marché est un monstre et que comme la nature, des fois il entre en état de mutation, on le subit. On ne peut pas le maîtriser. Or lui dit tout dépend des conventions sociales réversibles. La dette, la croissance, l'inflation, pour s'en tenir au sujet d'actualité, n'ont aucune réalité physique ni biologique. Ce sont des constructions subjectives dont les contours ont été maintes fois redessinés depuis leur invention humaine. Or, il nous faut, à présent, et vite, apprendre à compter en tonnes de carbone évitées, en nombre d'espèces protégées et en années d'espérance de vie préservées. Donc c'est un adepte de l'économie, de l'écologie. En fait, c'est ça, l'économie de l'environnement. On transforme tout en tonnes de quotas carbone, des espèces à protéger et de tout ce qu'il en est après. Cette traversée des apparences est d'autant plus nécessaire que nous continuons, en nous soumettant volontairement à la trompeuse fatalité économique, d'ignorer les vraies lois de la biosphère qui sont infiniment moins flexibles que les contrats humains, comme nous le rappellent désormais quasi quotidiennement des crises écologiques qui s'amplifient comme jamais. Ça, c'est vraiment un lecteur du GIEC, ni plus ni moins. Il faut des rapports, type le rapport de Rome, également du Club de Rome, et sonner l'alarme. C'est le moment de dire à tout le monde, là on est en situation, non pas de crise de guerre, mais de crise écologique. Alors, tu vas parler après de l'événement 9,2 K qui avait fait bouger naturellement des populations type de Turquie et de Çatalhöyük. Là, l'humain n'était pas tant répandu que ça sur la face de la planète. Il n'avait pas inventé toutes ces industries, alors qu'est-ce que l'on pourrait dire à ceci? Et je vous ai dit, dans Vive le meilleur des mondes, où on fera la partie 2 prochainement, vous allez vous apercevoir que certains, ils stockent du carbone. On n'est pas à l'abri qu'ils viennent à capter ceci, le mettre donc dans des choses, enfin dans des tubes hermétiques, on va dire, ou dans des structures hermétiques, et pour après, à un moment ou un autre, déclencher une catastrophe, vont le relâcher à une certaine année, et comme ça va engendrer toujours plus de couches d'ozone et de problèmes, voyez-vous, pour ramener au bon oxygène. L'asphyxie de la planète, son réchauffement climatique. Rappelez-vous, quand on a fait écologie est-ce important ou délirant, et je vous invite tous à aller consulter la vidéo sur Odyssée, c'était par rapport à la géo-ingénierie, à la taxe carbone, etc.
on s'apercevait que les feux de forêt, il me semble que c'était 8 ou 7 sur 10 qui étaient déclenchés par des hommes. 8 sur 10 même, il me semble. Donc par certains écologistes qui aimeraient alerter. Ils se mettent maintenant à devenir ni plus ni moins que des pyromanes. Mais ils vont nous dire que c'est l'homme, etc. Vous voyez, ils tentent en fait par tous les moyens, de façon artificielle, de créer un dérèglement climatique. Ils vont autoriser après, voyez-vous, les migrations qui entraînent également du dérèglement climatique. Puisque si on a une population assez massive qui se déplace en Europe, il faut donc produire plus en Europe. Et leur pays d'origine. Peut-être que les terres seront moins entretenues. Donc ça déforeste ou non, ou ça crée des problèmes, encore des dérèglements. Les migrations, eh bien, c'est des déplacements de population. Donc tout au long de leur trajet, ils vont polluer également. Jusqu'à venir en Europe. Vous voyez ? Et on nous dit qu'en plus, en Europe, on consomme plus que dans les pays du tiers-monde. Donc si on importe des gens, ça veut dire qu'on veut les mettre aux mêmes conditions que nous. Et donc on augmente la pollution. La dichotomie. Les oxymores, c'est la gauche, et ils y vont jusqu'à la mort. La seconde erreur consiste à croire et laisser croire que le récit économique actuel est réaliste, alors même que sa démence saute aux yeux. Nos systèmes économiques aggravent les chocs écologiques d'une main et affaiblissent les institutions qui pourraient nous en protéger de l'autre. D'un côté, le chaos grandit, de l'autre, on sape la solidarité. En France, on a mutilé l'hôpital public à la veille d'un choc pandémique au nom de la raison. À l'aube du confinement dévastateur, même des confinements dévastateurs, on a laissé en souffrance la santé mentale au nom de l'efficacité. Dans ce monde invivable que nous bâtissons depuis 3 décennies au moins, perclus d'inégalités et de privilèges, seul le ressentiment prospère. La haine identitaire est avant tout la réponse misérable d'une humanité frustrée par son incapacité à maîtriser son existence. Ça y est, les coupables, les identitaires. Alors, ce qui est beau là-dedans, c'est qu'ils font des thèses, mais ils ne les étayent pas. Genre, il n'y a pas de démonstration en quoi, par exemple, la haine identitaire. Qu'est-ce que la haine identitaire, déjà ? On peut la décrire par quoi ? Quel exemple ? Il n'y en a pas. Donc, il faut une généralité. Vous voyez ? Et le cerveau continue avec l'information pour le saturer par ce flux incessant, et comme ça, on se dit « Ah ouais, putain, les salauds de droitards, ah, la haine des identitaires, en fait, c'est le mal. » Et ils pensent obtenir une réponse comme ça, alors qu'ils sont misérables. C'est une humanité frustrée, vous voyez, les enchaînements de concepts, mais sans être décrits. Or, cette impuissance et la colère revancharde qu'elle engendre ne feront que grandir sous la violence des chocs écologiques. Il y a donc urgence à nous désintoxiquer des mythologies économiques. Par quels moyens ? D'abord, en mettant clairement au jour la croyance qui colonise nos imaginaires pour la regarder bien en face. Comment se représenter le monstre mythologique qui est devenu l'économie dans le débat public contemporain ? Je propose de le dépeindre sous la forme d'une chimère à 3 têtes. La première, la tête de chèvre, annonce sans fin le présent. Nous devons réformer pour performer. La deuxième, la tête de serpent, ressasse le passé et crache son venin nostalgique. Nous devons nous venger de notre déclin. Et la troisième, la tête de lion, brûle l'avenir de son souffle ardent. Nous devons consommer en nous consumant. 3 têtes, le néolibéralisme. La sociale xénophobie, l'écolo-scepticisme, tenus ensemble par un même corps, la raison économique. Ensuite, il faut mettre au jour la communauté des croyants qui bâtissent et entretiennent au quotidien la pyramide des mythologies économiques. Donc là, tung, 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 j'ai mes 3 lumières qui s'activent. Le néolibéralisme, le méchant peuple qui ne sait pas se gérer, faisons preuve de pédagogie. Toc. La deuxième diode qui s'active, la sociale xénophobie, sous-entendu les identitaires, les méchants, ils sont dans une jalousie, esprit revanchard, ou encore qu'est-ce qu'il a mis ? Humanité frustrée, allez, on peut comme ça encore étoffer la chose. Et l'écolo-scepticisme, sous-entendu, si tu viens à dénoncer la joint-ingénierie, le passage des avions là qui font ces lignes, ou encore la folie, justement, de faire venir plein de monde sur notre territoire qui va engendrer l'épuisement de nos terres par des cultures toujours plus intensives, on me dira écolo-sceptique. Ah, c'est beau, puis ils te mettront dans le camp de Trump, ou je sais quoi, on peut en rigoler comme ça. Alors, regardons la suite et allons à la page numéro 18. On avance un peu. Ah oui. Donc on a
quelqu'un qui s'appelle Thomas Piketty, sans conteste l'économie le plus influent de la dernière décennie, qui ne veut plus être considéré comme un économiste. Cette profession, économiste, qui était il y a peu de temps au sommet de sa crédibilité, est devenue, à raison, suspecte. Qui peut raisonnablement se fier à une discipline dont les piliers les plus solides semblent tenir en une poignée de slogans moralisateurs? Travailler plus, gagner plus, produire plus. Ou accorder le moindre crédit à une doctrine dont les représentants les plus éminents aboutissent toujours, peu ou prou, à l'aveugle, aux mêmes conclusions. Le temps de travail est trop court, la dépense publique est trop lourde, et la transition écologique est trop coûteuse. C'est étrange parce que le côté du temps de travail trop court ou trop rémunéré, on l'a retrouvé dans les soirées mondaines de la gauche caviar. Mais bon, disons ceci, disons rien quelque part. Ou encore prêter l'oreille à des recommandations aussi naïves que contre-productives, telles que tout valoriser en unité monétaire, donner un prix à chaque chose et à chaque être humain, même être tout court, tels les animaux et compagnie, laisser les marchés trouver librement leur équilibre. Pour lui, ce n'est pas bon. Comme l'observait malicieusement Johan Robinson, il y a un demi-siècle, étudier l'économie n'a pas pour but d'acquérir un ensemble de réponses toutes faites à des questions économiques, mais d'apprendre à éviter d'être trompé par les économistes. Donc, selon leur conception, ce qui est entendable, il y a des économistes des fois qui disent il faut travailler plus, produire toujours plus de marchandises, même quitte à ce que dans ce consumérisme, on en détruise certaines qui sont en surplus pour créer de la rareté. Passons. Il faut occuper les bras, il faut donner envie en tout cas de consommer plus, tel le système de Ford. Voyez, rendre accessible le produit qui est en train d'être fait. Tout en faisant en sorte que le manufacturing fonctionne correctement. Vous voyez, le poste soit toujours occupé, et la répétition vienne à épuiser et engage peut-être d'autres marchés. Mais enfin, c'est un autre sujet. Donc la transition écologique. On voit également que oui, il y en a certains qui délirent un peu en disant que le temps de travail est trop court, mais on en a d'autres qui sont dans une utopie en nous disant qu'il faudrait travailler seulement 20 heures par exemple, ou 15 heures, ce qui met en corrélation avec le RSA. S'ils veulent 15 heures ou 20 heures, en fait, c'est pour préparer au revenu universel de demain. C'est-à-dire, ce revenu-là, ils mettront une partie des taxes sur les robots, et donc l'automatisation des usines, de la production et de bien des métiers, mais en revanche, ils vont quand même essayer de créer une activité, on va dire, socio-économique, même socio-culturelle, économique, c'est-à-dire occuper les gens, faire en sorte qu'ils se sentent quand même utiles à la société pour éviter les dépressions ou des personnes qui se laisseraient aller. Donc on leur met une activité de 15 heures, 20 heures, et on leur verse un revenu universel. C'est à peu près ça l'idée. Et comme ça, ils participent également à des réseaux solidaires, je sais pas, pour faire de la culture, pour donner des cours, pour rendre des services, pour bien des choses. C'est occuper les gens, les mettre en relation avec les autres, éviter l'isolement, puisque le métier permet d'entrer en contact avec des gens dont tu n'aurais pas forcément à aborder, chatter avec eux, vous voyez, tchatcher plutôt avec eux, non, ça c'est... Il y en a, ils vivent seuls. Le moment où ils se retrouvent en collectif, c'est quand ils vont au travail. Ça, c'est important. Ça met également une rigueur. Tu te réveilles à telle heure et tu finis à telle heure. Donc, on ne peut pas du jour au lendemain basculer d'un système où on faisait 40 heures à 35 heures et puis à dire maintenant on peut se séparer de bon nombre de travail et les léguer aux machines, aux algorithmes et laisser les gens à rien faire. On a vu le confinement, ça en a rendu certains zinzin. Ça les a conduits dans des folies à toujours plus de sexualité, pour d'autres à être addicts à des jeux, pour encore d'autres eh bien, à se séparer peut-être du virtuel, mais à consommer des drogues. Bref, il y a eu des tas de problèmes. Donc ils essayent de trouver une juste formule. Le socialisme, c'est ça. Mettre 15-20 heures, faire comprendre au début que c'est pour le RSA et continuer à avoir ses droits, mais en fait c'est pour la transition. C'est-à-dire nous basculer vers le modèle de demain. Celui qui est également voulu par Klaus Schwab et le Forum économique mondial, à savoir taxer les très riches, établir une redistribution, une juste mesure, pas de différence entre les foyers, chacun selon son âge, on va dire son sexe, même si je ne pense pas qu'il y aura de différence, mais selon son âge, aura une pension. Même les plus jeunes, de 0 à 10 ans, ils auront juste ce qu'il faut, on va dire, pour être vêtis, manger et peut-être faire un loisir. De, je sais pas, par exemple, 10 ans à 16 ans, là,
toujours pour l'instant, en tout cas sans qu'ils soient redevables de l'effort du travail ou d'une collectivité, un peu d'argent, je sais pas, pour leur sortie les cinémas, comme ils font avec le pass culturel, vous voyez, leur permettent, selon en tout cas les revenus du foyer, eh bien d'accéder au cinéma, d'acheter des mangas, des livres, etc. En fait, petit à petit, ils mettent les pièces en place. C'est pas encore optimisé, mais c'est l'idée d'une révolution mondiale. 1789, les droits de l'homme et du citoyen, Robespierre, etc., c'était débuter de la France et répandre le système à l'international. Voyez. Eh bien, là, c'est exactement la même chose. Le choix d'un revenu universel est actuellement en laboratoire dans plusieurs pays et on y voit quelques bribes s'installer. Mais enfin, ça, j'ai un livre qui aborde pas forcément de la même façon que je le décris. Vous verrez, c'est totalement différent, ce qu'il y a dans le livre de ce revenu universel, mais je le perçois comme tel. Je vous invite à faire la recherche sur Internet. Personne, jusqu'à présent, ne l'a décrit comme moi. Voilà. Donc encore une fois, on fait preuve de logique, d'intellectualité, etc. On met en relation les éléments et on fait fonctionner le cognitivisme. Revenons au livre, parce qu'on est déjà à 1h20, je ne veux pas que ça dure non plus 3 heures. On était donc sur le basculement, sur le côté qu'il ne faut plus écouter les économistes. Lui qui se prend pour un petit économiste quand même. Enfin oui, en effet, on doit s'en méfier. Allons à la page 21. Le second couvre-feu revient à dire que les économistes ont changé en bien. Il est naïf de leur imputer une vision du monde qui n'est plus la leur, eux dont les sujets d'étude et les pratiques, si ce n'est les convictions, ont profondément évolué ces dernières décennies. Au contraire, derrière le tourbillon de nouvelles méthodes empiriques, c'est l'inertie intellectuelle qui est frappante, le retour du balancier au même point, quels que soient les défis du temps. Ainsi, le paradigme keynésien, vieux d'un siècle, a-t-il fait retour en réponse à la grande récession de 2008-2009. Puis, avec les projets de Green Deal, donc le pacte vert, qui conçoivent la transition écologique comme un grand projet d'investissement générateur de croissance économique. Et cette partie-là, on la retrouve dans la troisième révolution industrielle de Jérémy Rifkin. Je vous avais lu certains passages, et l'idée, entre autres, de moderniser les bâtiments, de les transformer en mini-centrales qui produisent ce qu'elles consomment en électricité par les panneaux photovoltaïques, par des appareils qui captent le vent et qui vont faire de l'énergie. Alors, c'est pas hydraulique, mais c'est le même système. Vous voyez, ça entraîne, on va dire, une bobine qui va créer de l'énergie. Je sais plus comment on appelle ça, comme pour les vélos. Vous en avez des fois à l'arrière. Un petit truc là, je sais plus comment on appelle ça. C'est pas grave. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Eh bien, ils voudraient mettre ça sur les bâtiments, donc des petites turbines qui tournent, des panneaux photovoltaïques, améliorer également tout ce qui est de l'isolation, par exemple au niveau des fenêtres, puisque c'est un des endroits où on perd le plus de chaleur, et bien d'autres choses encore. Donc, ils travaillent sur ça, et pour ce faire, eh bien, il faudra qu'il y ait des entreprises qui rentrent dans le secteur. Et les gens n'ont pas tous les moyens, donc l'État devra utiliser une partie des taxes et des impôts pour financer ceci, et c'est ce qu'on a vu en France. Il y a plein d'habitations qui ont été, on va dire, mises dans les normes pour respecter l'isolation ou encore certaines qualités... comment je pourrais dire ça? Certaines qualités qui respectent les règles, mais il y a un autre truc que je voulais dire sur ça, mais c'est pas grave, puisque j'ai travaillé un peu dans ces systèmes d'énergie, et on voit qu'en effet, le gouvernement attribue des enveloppes, selon après bien évidemment l'investissement, et donc il y en a énormément d'entreprises qui se sont rendues compte qu'elles pouvaient surfacturer. Et on a plein d'aberrations de la sorte. Et donc le Green Deal, le pacte vert, c'était de se dire que depuis la région de l'Union européenne, non seulement on va vendre un modèle qui sera un peu plus fiable, viable même pour la nature, et en même temps on va créer un dynamisme économique. Là où on perd du carburant, là où on est en difficulté parce que énormément d'entreprises ont délocalisé les productions de textiles, de certains matériels pour les voitures, etc., on va entamer la transition écologique. Donc ça va être l'investissement dans les grandes zones de panneaux photovoltaïques, comme je dis, la modernisation des bâtiments, etc. Et c'était censé créer de la croissance économique. Après des années, on est en difficulté. Et Jérémy Rifkin disait, si véritablement on rentre dans l'idée que 20-30% minimum de notre consommation en électricité, on le fait par les panneaux photovoltaïques, par l'énergie verte, et on sépare par exemple des unités
qui sont, voyez-vous, comment on appelle ça, des centrales au charbon ou des centrales nucléaires, on court à la catastrophe. Imaginons, pendant une semaine, il fait pas beau. C'est-à-dire qu'il y a des nuages, mais il n'y a pas de vent. Les éoliennes ne fonctionnent pas, les panneaux solaires non plus. On fait comment pour la consommation globale des gens? Ça tient pas. Et il montrait, imaginez maintenant si on change de parc également de l'automobile, et on dit allez, on laisse le pétrole, on s'en sépare, on sait qu'il viendra un moment, il y aura une crise, je sais plus comment ils appellent ça, là, c'est pas l'hyper-conflit, mais il y a un autre nom. En fait, le moment de chute, il n'y a plus assez de barils, voyez-vous. Trop de consommation. Eh bien, ça conduira à être dans une merde noire. Bref, donc le Green Deal, hein, je crois même que ça vient d'Amérique, mais l'idée en tout cas s'est répandue en Europe et après il y a le pacte vert qui rejoint ce modèle. Alors, allons à la page 26-27, donc là on rentre dans les mythologies néolibérales. Et on voit que la sécurité sociale a été créée en France en 1945 afin de répondre à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l'incertitude du lendemain, de cette incertitude constante qui crée chez eux un sentiment d'infériorité et qui est la base réelle et profonde de la distinction des classes entre les possédants sûrs d'eux-mêmes et de leur avenir et les travailleurs sur qui pèse à tout moment la menace et la misère. Fin de citation. Donc pour éviter, je ne sais pas s'il m'arrive un accident de travail, d'être dépossédé du jour au lendemain et de me voir clamser, on a cogité à la sécurité sociale, même si je crois qu'il y avait René Carmy qui avait participé à ça pour établir, vous voyez, le code là. Le sexe, année de naissance, mois de naissance, jour et bien d'autres informations encore. Et bien à la base, ça relève des cartes perforées d'IBM Oleris pour justement signaler les juifs, les résistants, etc. et leur mettre des codes spécifiques et les débarquer après dans les camps. C'est du fichage de tziganes noirs, juifs et résistants, etc., qui est né après, il me semble, avec René Carmy, en France, le numéro de sécurité sociale. Et l'idée de la sécurité sociale, après, suit son cours, et on voit, c'est entre autres pour évincer la peur de ce qui pourrait devenir par la suite. La protection sociale consiste de fait fondamentalement à mutualiser les risques sociaux pour réduire les injustices sociales et les inefficacités économiques qui les engendrent faute d'assurance. C'est ce rôle de pacificateur en dernier ressort que joue l'État-providence depuis sa création, et c'est pour cela qu'il est le véritable antidote au poison néolibéral. Donc pour lui, plus d'État-providence, youhou, on s'en sort à merveille. Et donc celui-ci me servira énormément. L'État social, c'était quoi le sous-titre? Pour sortir du chaos néolibéral, c'est quelque part la défense également de cette thèse. À voir. Est-ce qu'il en ressortira? Parce que je suis au tout début, peut-être que je vais changer d'avis, mais pour ma part, plus d'État, donc l'État-providence, c'est s'affronter à la providence de l'Église qui existait par Dieu et qui avait déjà établi des liens de solidarité, de rapports humains, où on prend soin de l'autre, même des plus faibles, donc c'est-à-dire d'un ordre moral. On sait très bien apporter les belles vertus et s'occuper de ceux de notre peuple, et même des fois de nouveaux passagers, des arrivants, etc. Et je voudrais mettre ça en relation, voyez, pour créer un contraste avec la psychologie du socialisme de Gustave Le Bon. Parce que normalement, quand on fait un État-providence, ça nécessite une bureaucratisation. Donc un mammouth qui va avoir une armée de gens à financer juste pour dire, tiens, on octroie tel droit à lui. En fait, on rentre dans un état de communisme. C'est la finalité du socialisme. Je l'ai toujours dit, il y en a certains qui m'ont dit, non, le communisme, jamais ça viendra en Europe. Si, c'est l'objectif. Et la gauche, je crois que c'était au niveau de Chirac, il me semble, même un petit peu avant, ce qui précède, quand il y a le rapprochement familial, ce genre de délire, quand ça intervient dans les quartiers, au moment où on développe le RMI et le droit aux APL, dans ces périodes-là, la plupart des quartiers, c'est communiste. Hein. C'est le Parti communiste français, le PCF, qui après va faire alliance avec le PS, etc. Mais c'est eux qui sont vraiment dans la dominance. Et l'objectif final, c'est le même, c'est l'État tout-puissant. C'est un dogme. Enfin, je ne veux pas vous perdre. Donc c'est le rôle de pacificateur en dernier ressort que joue l'État-providence depuis sa création, et c'est pour cela qu'il est le véritable antidote au poison néolibéral. Le Covid a montré tout à la fois le coût exorbitant du laisser-faire sanitaire et le génie économique
de la protection sociale que l'on était occupé à saper en France quand la crise a frappé. L'hécatombe sanitaire aux États-Unis face à la pandémie montre ce qu'il en coûte à des pays perçus comme riches et développés d'affronter les chocs écologiques du XXIe siècle avec des assurances sociales inexistantes ou défaillantes. Juste, on se moque de qui? Mais à nouveau, ça c'est de la manipulation. Si vous cogitez et que vous avez bien écouté, il fait le lien entre la pandémie, qui montre que les États développés riches comme les États-Unis sont dans la difficulté d'affronter les chocs écologiques du XXIe siècle. Donc il fait une relation entre pandémie et les chocs écologiques, sous-entendus que comme on a déforesté, on a sorti certaines espèces, variétés de leur modèle naturel et qui sont maintenant en train de passer la barrière de la zoonose, donc de la transmission de maladies des animaux aux humains. Il est dans quoi? Dans le pangolin, dans la chauve-souris qui a été mangée, ou on retourne les pieds à terre et on est plutôt dans le réalisme? Qu'il y a certains qui travaillent en laboratoire et qui augmentent les tests par les croisements. On a déjà vu, ne serait-ce que l'unité 731 au Japon, avec les expériences sur l'anthrax, donc la bacille du charbon, et il y avait un autre, je ne sais plus ce que c'était. Après, des recherches où les coupables ne sont pas jugés, mais en revanche, ils transmettent leurs données au Fort Detrick aux États-Unis. On en avait parlé. Eh bien, avec le recul, nous qui étions complotistes, fut un moment, enfin, affublés comme tels, bah, il s'avère que non, on avait raison. Alors, non pas qu'on détenait la vérité, on avait lu dans une boule de cristal, non, c'est qu'on se questionnait qu'en effet, il y a certains laboratoires P4 qui font des expériences, des croisements génétiques, qui tentent d'étudier les virus et qui a pu avoir soit une erreur de manipulation, soit une volonté de développer une coopération internationale ou encore de mettre à bas des économies. On sait que les pays se font guerre. La Chine contre l'Amérique, c'est une guerre économique sur les brevetages, sur les lobbies, sur les, comment dirais-je, intelligence artificielle, sur bien des secteurs, sur le séquençage génétique, sur la guerre commerciale. Donc pourquoi pas une guerre également qui serait de l'ordre plutôt économique, stratégique, entre autres par, je sais pas. On apprend que en Occident, et en réalité comme dans l'Europe de l'Est, et comme dans des pays asiatiques, ils se penchent de plus en plus sur le questionnement de la population. Y a-t-il trop de monde sur Terre? En fait, ils retournent dans le problème du principe de Malthus. Ressources versus population. Les croissances différentes, la démographie des populations en géométrie, 2, 4, 8, 16, etc., qui est ingérable, comme dirait Bottero, plus on permet à l'humain de se reproduire, eh bien il le fera jusqu'à irraison, même à tomber dans des cas de pandémie et de famine. C'est ça que dit notre Bottero, cité dans le livre de Malthus. Cette idée, elle n'a pas disparu. Il y en a bien d'autres, comme je disais, les croisements génétiques, l'intérêt à opérer des transformations, tout ça, c'est dans la tête des élites. Et donc, rapidement, je marque une pause. Quand il y en a un qui nous laisse entendre, je ne vais pas les citer aujourd'hui, là, je pense assez son oreille chauffée comme ça, et qui doit bien siffler. Quand on dit qu'il y a un nouvel ordre mondial, de mon côté, je n'ai pas cité que les Américains ou que les Européens. C'est global, c'est une transformation. Dans nom de code nouvel ordre mondial, j'avais mis à peu près 10 points. Et certains points qui n'avaient pas encore été abordés parce qu'il me fallait continuer à travailler. Notamment pour assembler des données sur les attaques contre les religions, le déracinement, le grand métissage, les flux de population que l'on fait bouger par des guerres, par des créations de famines, par des conditions écologiques qui ont été modifiées, type des gens qui volent les nuages, comme on pourrait le voir à Dubaï, etc. Oui, ils envoient des fusées, ça envoie de l'iodure d'argent, etc. Et ça fait tomber de la pluie. La pluie qui, normalement, les petits cristaux qui commençaient à se former et qui allaient après devenir des nuages conséquents, par exemple pour des pays voisins, se retrouvent à tomber sur un pays et donc vider de leur substance, si je puis dire, quand ils arrivent ailleurs. Tout ça, c'est du dérèglement. Il y a bien d'autres choses encore. Et il y en a un sur Internet, géopolitologue, reporter indépendant, géostratège,
géopoliticien, bref, ce que vous voulez. Ce type-là vous dit que tout est dans l'ordre économique, rien que l'économie. Et que ceux qui ont parlé d'un nouvel ordre mondial sont des imbéciles, puisque ça n'adviendra pas, on est dans le monde multipolaire, c'est multidécisionnel. Oh, il y a des lunettes, je sais pas, tu manques de vision, faut changer les verres. Je parle pas des verres, non, qui pourraient être attablés, non, je parle des verres de vision. Parce que si tu as les articles qui passent, si tu as des livres et que tu t'intéresses au sujet de la Chine, tu vois très bien que son idée d'un monde multipolaire où les décisions sont prises par tous ceux qui ont le droit d'être autour de leur table, c'est mensonger. Ils sont entendus dans un premier temps afin de renverser l'hégémonie américaine. Une fois qu'ils ont le pouvoir, bien comme tout mastodonte, ils vont imposer leurs coutumes, leurs codes. Ils vont dire on fait comme ça. On vous laisse, mais un pays, une demi-voix ou un tiers de voix, etc. Nous, on est à la base même de cette révolution. On pèse bien plus. Et ils se gêneront pas. Il suffit déjà de voir comment les Chinois agissent pour breveter certaines choses développées par les Français, Américains, etc. Ils se gêneront pas pour voler le savoir des autres ou pour imposer leur idée. Parce que la Chine, c'est le communisme, hein, même s'ils sont changés de nom depuis Mao Tse, etc. C'est du communisme. Et c'est ce qu'ils veulent d'ailleurs. Mais bon, il y en a qui se diront très intelligents, seule l'économie gouverne. Et quand moi j'ai parlé de nouvel ordre mondial, j'ai cité donc également les empires de certaines époques. C'est pour ça que quand Sun Car a parlé avec moi de IG Farben, de Prescott Bush, qui eux-mêmes faisaient des affaires avec les nazis, bah oui, j'étais au courant. Pareil, normalement je voulais faire une réédition encore plus augmentée que la guerre ouverte contre les peuples. Dedans, dans mon code nouvel ordre mondial réédité, on aborde les mouvements migratoires, les Soros qui sont derrière. Je montre également la Fabian Society, le Tavistock Institute, là où ils agissent pour supprimer les hommes et les femmes et créer une universalité d'humains. Plus de distinction. Qui pousse après à la détestation de l'autre. Pourquoi ? Comme je l'ai exposé récemment, pour les systèmes marchands, pour le grand métissage, la nouvelle espèce de... Enfin, pas espèce, la nouvelle race de demain. Et ça inclut encore bien des choses. Pour l'instant, on est loin de l'économie, tout ça. On est sur une dominance. C'est-à-dire que ce qui intéresse plus que tout le pouvoir, c'est la génétique. Et c'est un des sujets qui est le moins abordé. Parce que ça t'est interdit. Quand tu t'intéresses à la génétique, tu peux voir des différences entre des pays. Donc, des ethnies qui te ramènent également à établir des peuples résultats. Ah, d'accord. Sauf que là, tu seras traité de xénophobe, de raciste, de ce que tu veux. Parce que en débat public, il est interdit de parler de génétique. C'est à peu près ça la chose. Quand on a eu Alexandra Orion-Côte qui nous a dit « Oui, on a un petit problème là avec l'ARN messager ». Vous avez lu son livre ? Est-ce que vous avez eu quelqu'un qui a eu l'esprit critique de lire son livre et de le mettre en relation avec Julian Huxley ? Oui, je l'ai fait, mais à part moi. À personne, ok. Parce que quand vous mettez les choses en relation, vous voyez quoi ? Qu'ils sont sur un déterminisme biologique. Et qui sont dans une visée, pour certains, d'améliorer la génétique. Et dans le livre d'Alexandra Orion-Côte, elle le dit. Par la suite, il pourra être intéressant ou non de se pencher sur l'épigénétique. Et l'épigénétique mène au club de 10. Et je ne vais pas trop vous en dire non plus. Vous voyez, il ne faut pas que je mâche tout le travail. Il y a certaines choses, des dossiers que je me garde en réserve. Et si jamais, il y aura des noms, il y aura des dossiers qui sortiront. Mais ça, c'est plus tard. Vous voyez, on garde des réserves, des sujets. Comme quoi, je ne suis pas que sur l'islam. Pas que sur l'immigration. Pas que sur le peuple résultat, ni encore focus uniquement sur l'agriculture ou ce genre de choses. C'est plus large. Pour en revenir à la raison économique, on est déjà à 1h40. Il nous reste quoi ? Il nous reste quelques pages quand même. Allons à la page numéro 30. En 2020, la France a déploré 65 000 morts du fait du Covid, 30 000 au cours de la première vague du printemps, 35 000 pendant la deuxième vague de l'automne, enfin déclarés comme morts du Covid. Donc là, après, il y a eu une modélisation par l'OCDE de 2012. Donc en 2013, ils sortent un rapport de 2012 de l'OCDE et ils essayent de voir à combien pourrait s'évaluer une vie humaine. Alors ils disent 3 millions d'euros.
Mais 3 millions d'euros, ça c'est une vie humaine du début à la fin. Sauf que lui, là, qui se veut intelligent, Éloi Laurent, ben, il va nous faire 30 000 ou 35 000, fois du coup 3 millions. En nous disant, ça c'est la perte que l'on a eue. Déjà, quand une vie humaine est estimée à 3 millions d'euros, quand elle disparaît, est-ce que l'État a perdu 3 millions d'euros? Non. Qu'est-ce que l'estimation vraiment de 3 millions, vous voyez? Mais encore une fois, lui, il se veut critique des économistes, mais il nous fait n'importe quoi dans son mélange. Et donc là, il est 30 000, 35 000, donc on est à peu près à 65 000 morts, si je dis point de bêtises. C'est ça, 30 000 au cours de la première, puis 35 000 pendant la deuxième. Normalement, on additionne les deux, si je dis point de bêtises. Donc 65 000 qui multiplie par 3 millions, et apparemment, il atterrit à 195 milliards d'euros de pertes en vie humaine. Encore une fois, un mélange vieux, jeune. On ne sait pas comment il fait ça, mais il se veut dans l'économie. Dans le même temps, les confinements décidés pour limiter le nombre d'infections et de décès se sont traduits par une baisse du produit intérieur brut de l'ordre de 8%, soit 210 milliards d'euros. C'est donc une opération qui n'est que légèrement déséquilibrée du point de vue comptable, de 15 milliards d'euros, soit 5 000 vies. Mais, entre les aides et les plans de relance, l'État a dû débourser 100 milliards d'euros. La politique sanitaire en France n'a donc pas été optimale. On a surpayé la vie très précisément de 38 300 unités. Parce qu'en fait, du rapport, une vie, eh bien, on doit la considérer comme un objet, entre guillemets, comme une unité que l'on met sur valeur. Donc, l'unité du produit, si je peux dire. Et là, ils disent 3 millions. Comme si une vie, donc, rapportait 3 millions. Sauf que, une personne qui est âgée, elle rapporte pas à l'État, elle coûte à l'État. Moi, je suis pas pour l'euthanasie des anciens, pas pour le Rivotril, ni encore pour certains discours qui disent, dépassé un certain âge, on devrait se conduire vers son propre choix de s'injecter un produit ou de se... Non, non, non. Je suis pas pour ça. Mais ce que je dis dedans, c'est que là, son raisonnement est complètement biaisé. Et on va le voir par la suite, en fait, c'est quelqu'un qui est idéologue. Donc si déjà là, il est biaisé sur un calcul assez simple, imaginez quand il va nous parler, entre autres, de l'insécurité, des xénophobes, ce genre de choses. Allons à la page 33. Bon, on ne peut pas se permettre non plus une déduction de la sorte en disant, voilà, on a présenté certaines choses où il se trompe, et donc à partir de là, puisqu'il s'est trompé sur un ou deux sujets, il aura tort sur toute la ligne. Non, c'est pas comme ça qu'on marche. Donc, allons à la page 33, j'ai mis fin 33. La responsabilité individuelle est la clé de la prospérité collective. Alors, attendez. S'il est bien une idée fixe à laquelle le néolibéralisme revient toujours, c'est que les évolutions humaines dépendent de la volonté des individus. Être en bonne santé, se former, trouver un emploi, protéger sa famille, changer ses habitudes de consommation, etc. seraient au fond des actes de foi. Le revers de la médaille est évidemment que toutes les infortunes relèvent réciproquement du bon ou du mauvais vouloir des individus. La pauvreté, le chômage, la maladie, la pollution, etc. seraient des choix plus ou moins contraints. Donc lui, il va contre ces idées. Moi, je suis plus nuancé. Pour ma part, il y a l'épigénétique qui rentre en jeu, donc ton environnement qui peut t'impacter. On est dans le lamarckisme, on s'adapte, et des fois on active des cellules cancérogènes, et donc on a des problèmes de santé. Il y a des métiers qui sont pénibles, qui cassent le dos, d'autres qui fatiguent mentalement, ou encore qui sont sédentaires. Donc le problème, c'est que sur place, il n'y a pas d'exercice physique, donc ça crée des problèmes de santé, de la circulation sanguine, etc. Après, trouver un emploi et se former, oui, des fois on peut subir des périodes difficiles. Il n'y a pas forcément beaucoup d'offres, et donc de la rareté, eh bien, sur les candidats, ils prennent ceux qui sont plus diplômés ou qui ont une meilleure prestance lors de leur présentation, ou encore, voyez-vous, qui sont passés par des entreprises qu'ils connaissent. Donc des partenaires à eux, ils se disent nous on peut avoir confiance. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de discrimination, ce genre de choses. Protéger sa famille, écoutez, oui, c'est du vouloir de tout un chacun. Changer ses habitudes de consommation, encore une fois, on ne subit pas sa consommation, on l'a fait. Tomber dans l'addiction, c'est quand on a trop pris goût à quelque chose et de façon récurrente, donc après c'est à nous de cogiter. Alors, on est tous formés d'une intelligence, on est ce qui s'appelle doué de raison, donc pourquoi on devrait accuser la société de nous avoir poussé, je sais pas, à l'alcool, à consommer des drogues, ou encore à être à fond dans les consommations de sucre, chocolat ou ce que vous voulez, voyez.
Il y a un moment, il faut arrêter de se plaindre de la société. Après, il y a des choses qu'on subit. La pollution, c'est vrai qu'on y participe et elle nous impacte. Enfin, allons un peu plus loin. Fin 36-37. L'économie est elle-même... alors, l'économie elle-même n'est pas la caricature que l'on présente habituellement sous la forme d'égoïsme individuel agrégé par la magie du marché. Adam Smith, père fondateur de l'économie politique, a bien montré dans ses premiers écrits comment une combinaison d'empathie et de confiance sous-tend et rend possible toutes les interactions marchandes. Il ne s'agit autrement que ce soit en matière économique, sociale ou écologique, de dicter les comportements individuels, mais justement d'offrir à chaque individu les moyens collectifs de son émancipation. Donc ils ne veulent pas un quadrillage qui te ferait devenir un automate. On te dit, lève la main, agis comme ça, mange telle chose aujourd'hui parce que ça sera bon pour ta santé. Pas plus tant de fruits, voyez-vous, enfin 5 fruits et légumes par jour, mais pas trop de graisse, pas trop de sucre, pas trop de sel. Vous voyez, c'est des recommandations. C'est-à-dire qu'il y a un jour, tu as le droit de déborder. C'est pas un problème. Et eux, ils veulent à la fois enlever la responsabilité des gens et en même temps les articuler autour d'une raison, d'une pédagogie. Vous voyez, c'est contradictoire. Bon, après, il y a d'autres choses que je vous propose. On est à 1h45 déjà, ça commence à être long. Mon rythme s'amenuise petit à petit et ce n'est pas l'objectif de vous endormir, mais au contraire de vous transmettre de l'information. Donc je vous propose que la pépite sur les xénophobes, les anti-woke, etc., on l'aborde prochainement. Pour le deuxième épisode, je pense que là j'aurais creusé un peu plus dedans, on sera peut-être une 50aine de pages. Et après, eh bien, pour 2025, il y a du beau. Certainement qu'on va débuter par celui-ci, parce que je sais que je l'ai lu quasiment en intégralité, que j'ai ma note quelque part. Donc, une brève histoire des crises financières, des tulipes aux subprimes. C'est d'ailleurs par un de ces développements que je m'étais trompé en pensant qu'on achetait des choses à l'unité, tels les légumes et les fruits, or que non, ça a toujours été en volume, et c'est vrai qu'en cogitant rapidement, on s'en remet à une mesure pour un denier ou ce genre de choses, et on l'a déjà dans la Bible, et en fait on l'a déjà dans les systèmes de balancier. Donc je sais pas pourquoi j'avais fait cette erreur, hein. Encore une fois, toute personne qui raisonne, des fois, peut avoir des débilités, entre guillemets, qui lui viennent en tête, hein. C'est logique. On peut se tromper, c'est comme ça, c'est la vie, c'est du tâtonnement. Et on essaiera de débuter par celui-ci aussi. Histoire économique de la France. Donc ça, c'est le premier de l'Ancien Régime à la Première Guerre mondiale. Et il y a bien des pépites qui sont derrière et derrière. Mais pour ça, il faut se laisser du temps au temps. Prochainement, Vive le meilleur des mondes, on le finit. Ça y est, ça sera un livre qui sera terminé. On va certainement faire un récap 2024, mais très rapide. Je ne vais pas vous prendre la tête. Avec les axes pour 2025. Donc 2025, ça va être l'intéressement à la génétique. On va pousser plus en profondeur au fonctionnement du cerveau. On va également se pencher sur le modèle économique et financier. On va après essayer de se former sur d'autres choses, dont la progression de l'homme, des civilisations, des races, etc. Et après, si vous avez des sujets à aborder, pourquoi pas, faites-moi en part. Moi, de mon côté, je me suis également procuré des livres sur la logique, sur la raison, sur la façon d'apprendre, etc. Tout ce qui est d'ailleurs en lien avec le cognitivisme. Donc, une année 2025 qui va être forte en enseignement. Et bien écoutez, vous voyez au fur et à mesure, on gravit les paliers, on reste avec l'humilité. On essaye d'employer les bons mots, accessibles de tous. Pareil, vous le voyez, hein, je commence maintenant à travailler la voix. Vous l'entendez du moins. Et prochainement, une caméra arrive. Ça va changer, parce que des fois, c'est un peu flou sur mes vidéos où la couleur est un peu jaune. À d'autres moments, je suis pâle, parce que je n'avais pas fait attention qu'il y avait le système de contraste, etc. Luminosité... également ce qu'ils appellent, mince, je sais plus le nom, comme la teinture, un peu, vous voyez, la teinte quelque part qui apparaît, la saturation, etc. J'avais pas fait attention à ça, et c'est vrai que la caméra était restée à son renseignement optimal. Et malheureusement, c'était pas le mieux pour moi, au niveau de la pièce, pas assez éclairé, ce genre de choses, voilà. Donc on améliore le matériel, le micro, normalement, je pense qu'il est bon pour vous. Dites-moi au niveau du son si c'est bien.
l'articulation, le rythme, on essaie de varier ça, et voilà. Des progrès arrivent. Et d'ailleurs, 2025, eh bien, il y a Mindset également qui va être sur le devant de la scène. Donc, c'est modé, l'état d'esprit, feuille de route, comment se reprendre en main, l'envie de changement, la responsabilité qu'on s'accorde sur l'alimentation, sur le sport, sur le travail, sur les projets, sur les connaissances que l'on a acquis et que l'on souhaite revoir, etc. Merci à vous pour votre écoute. La vérité est notre avenir. Par la chrétienté, les valeurs sont ancrées. On reste dans notre bel ordre moral. Et je vous dis à très bientôt. La victoire est assurée.